le ferai, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens. Si ça. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïe, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp virtuel, autour duquel notre pistolero préféré va nous conter une histoire qui devrait nous occuper quelques épisodes. Aïe, compagnon grand poil et Zéphiriel. Aïe, tous les deux. Bienvenue dans ce 22e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on termine la partie 1 du tome 4 du cycle, Magie et Cristal, le tome 4. On se concentre donc sur les chapitres 4 et 5 de la partie intitulée Devinette. C'est Chaud. bon pour vous? C'est bon pour tout le Chaud monde? patate. Oui, oui. J'ai lu ça, c'est tout ce que j'ai. Oui, c'était pas le plus long à lire, on aura plus de pages à lire pour la prochaine fois, mais on en reparlera en fin d'épisode. Ouais. On commence par les commentaires, hein, comme d'habitude. Allons-y gaiement. Avec un commentaire de Drisec73 qui nous dit « Aïe les palabristes, en vous écoutant pendant la 19e palabre, nos compagnons passent par les chutes du Molosse. » Historique d'une nouvelle qui s'appelle Le Molosse surgit du soleil, il me semble. Alors ça, on avait réagi un peu sur Discord déjà. En anglais, ça marchait pas. Exactement, c'est The Sun Dog, c'est le chien du soleil en gros. Après, il y a potentiellement un lien à faire quand même, mais pas tant sur le nom que sur le fait que l'histoire du Molosse surgit du soleil, c'est quand même l'histoire d'un chien qui traverse le monde grâce à une photo. Donc est-ce qu'il n'y a pas... Il y a un truc un peu toursombre-esque dans, je pense, le Molosse surgit du soleil. De là à faire un lien avec les molosses qu'on a eu au dernier épisode, je suis pas sûre. Je pense qu'il y a un truc plus de Tindalos dans les molosses du venu du soleil que c'est plus Lovecraftien que toute chose à mon sens. Ouais, Je oui. vois peut-être du Lovecraft partout, quoi. Ah oui, moi s'il n'y a pas de tentacules, J'en je ai vois vu pas dans Lovecraft. Bazar, là, il y a pas longtemps d'ailleurs. Ah ouais. Il parle des plateaux de Leng. Qui a un endroit Petit connu. trèfle. Ok, tu pourras en reparler parce que du coup, tu seras l'invité du roi Steven pour parler de Bazar aux épisodes de novembre et décembre. Ah merde, on a oublié de te dire. Je savais pas. Il y en a un qui résume et l'autre qui est l'invité. Quelle coïncidence que tu sois en train de lire. Incroyable. Merci. Dingue. Et Idrissek finissait sur, pour rebondir également sur les Langoliers, les gens survivent au passage à travers une aurore boréale parce qu'ils s'étaient endormis. Voilà, on avait vaguement parlé des Langoliers, on n'arrivait plus à recontextualiser. Ced Tadig nous dit « Je poursuis mon écoute et j'ai écouté l'épisode retraçant la première partie de Terre perdue. Quand vous parlez de l'entre-deux-mondes, plat et reposant sur le dos d'une tortue, je suis surpris qu'aucun de vous ne relève la ressemblance avec le Disque-Monde de Terry Pratchett, qu'il a inventé dans son œuvre colossale, Les Annales du Disque-Monde, ou alors aucun de vous trois ne connaît cette saga, mais ça me surprendra encore plus. Je suis quasi sûr qu'on a déjà... Je suis le premier surpris qu'on l'avait pas fait. Hein. Je suis sûr, on l'a déjà fait. Peut-être pas à ce moment-là. De mémoire, je sais qu'on a évoqué Pratchett à un moment donné. Je suis à peu près certaine que il y a eu un auto-jugement entre un de vous deux qui aime beaucoup et l'autre qui aime pas. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah moi je sais que j'aimais bien lire les bons bouquins, donc du coup j'ai pas lu Pratchett. Oui, voilà, je me souviens de ça. Moi j'ai pas relevé parce que voilà. Voilà. Mais en fait je pense on en a beaucoup parlé en off, je crois, et c'est possible qu'en fait on pense qu'on en a parlé dans l'émission, mais pas C'est forcément en possible. direct. Mais oui, effectivement, ça a un gros lien, Pratchett, sans aucun doute. Oui, après tout ça c'est toujours un peu inspiré des mêmes mythologies, ça s'auto-inspire et tout. Mais en effet, ça en fait complètement partie. D'ailleurs, quand on cherche, je crois que quand on cherche genre Maturin, Turtle ou Tortoise machin dans Google Images, c'est plutôt des représentations de la tortue chez Terry Pratchett que de la Tatooine. tortue chez Ouais. Bon. qui remonte. C'est marrant. Donc le lien est fait même par les gens. En fait, les gens les mélangent. Et cette Teddy continue en disant « Je me faisais une réflexion. Autant un ours en gardien de rayon, ça a du sens. Il suffit de voir comment Eddie se fait charger. Mais si le cathète avait dû suivre le rayon de la tortue, une tortue en gardien de rayon, j'ai du mal à imaginer. » Moi, je lui ai répondu que... Ouais. En fait, on sait pas trop ce qu'ils font, les gardiens. Ils gardent, j'imagine. Ouais, Ouais, mais ils sont pas avec un gif forcément de caméra attaquants, qui tu fait vois. qui fait de la gymnastique. Alors, en vrai, ce serait limitant de se dire qu'on peut pas savoir ce que ça fait. Il y a 1000 mangas, BD, trucs qui font des trucs où tu penses que... Enfin, rien que les Chevaliers du Zodiac, quoi, genre, tu vois. Regarde les 12 maisons, voilà, chacun a son signe et tu dis bah en vrai je fais de la tortue, il doit pas être très fort. Bah en fait
voilà quoi, il y a forcément un truc à tirer de tout ça. Dans le sens, tu peux exagérer le pouvoir qu'il y a autour d'un animal, d'une représentation, un truc comme ça, qui fait que c'est pas forcément très concret. Enfin, oui, l'ours il charge, il mord, il te met des coups de poing, enfin des coups de griffe, mais je pense que la tortue, effectivement, il y a un côté très spirituel autour de ça, de calme, de zen, de tout ce que tu veux. Quoi. Enfin, j'ai une image de la fin de la maison du poisson et Chevalier Zodiac où t'as beau l'avoir vaincu, en fait, juste avec des roses, il te tue, quoi. Tu vois, c'est trop bien. Donc bon, voilà. Mais surtout que les gardiens, on ne sait pas ce qu'ils sont exactement, ce qu'ils font. On n'est pas dit que Shardik, il a été modifié par North Central Positronics. Est-ce que tous les gardiens ont été modifiés? Shardik, là, il est agressif, mais il est agressif parce qu'il est infecté, il est en fin de vie, il est sénile, il est traumatisé par les hommes qu'il a déjà vus passer et tout. On ne sait pas, en fait, les autres gardiens, on n'a pas d'indices, donc on sait pas trop. Oui, complètement. Ouais, puis c'est plus des représentations métaphysiques que des... oui. Plus que des animaux réels qui sont là, qui ont un sens par rapport à la nature. Ouais. Oui, parce que tu vois, si vraiment on se dit que Mathurin dans ça, c'est la même gardienne de rayon que dans la Tour Sombre, sa façon de garder le rayon, c'est aussi de aider les mondes à pas être détruits par d'autres entités, parce que Mathurin dans ça, elle est là pour dire en fait Gripsou, pour le vaincre, c'est le rituel de Shad, donc et le rituel de Shad, tu le fais comme ça, donc c'est aussi, en effet, c'est sur différents plans, c'est pas forcément un gardien qui est au pied du rayon et qui va aller combattre tout ce qui arrive. Oui, je suis d'accord. On a eu un commentaire de Yosis qui nous dit « Salut le pot de tête, toujours un plaisir de vous entendre vous extasier sur chaque passage. Je me rappelle de ce début de tome 4 complètement shonen, Roland qui est au bord de l'abandon, Jake qui est résigné, mais surtout Eddie qui sourire aux lèvres va défier Blaine avec le pouvoir le plus puissant de l'univers, la bêtise. Bon, après, c'est difficile de digérer le flashback géant qui suit alors qu'on vient de vivre un moment plus dingo. On pourra en reparler des vécus différents sur le flashback de 600 pages qui nous attend. Mais peut-être qu'à vos côtés, je saurais apprécier ce tome qui m'était un peu tombé des mains à l'époque, vers mes 15 ans. Au fait, vous saviez qu'Eddie était le meilleur personnage? Ah bon? Je crois qu'on l'a jamais dit. Jamais. Et Yosis termine par « Bon, et au passage, c'est quoi cette distance complètement dingo que parcourt Blaine ?» Ouais. Eh oui, mais ça, on en a parlé, hein, cette histoire de toute façon, ça se trouve, il parcourt pas tant que ça, et c'est qu'un effet d'optique, hein, et c'est qu'une illusion. Puisque de toute façon, il change de plan. Oui, il passe par 14 tramés et on sait pas. Ouais, hein, ouais, c'est clair. C'est marrant, ça, la trame bien. On va en parler, mais putain. On va en reparler, ouais. Parce qu'il y a des choses que j'ai captées là, je pense que je les avais pas tout à fait captées avant, ou je m'en souviens pas. Mais, et on a Bol de Nouilles qui nous a dit aujourd'hui, hello tout le monde, concernant la distance que parcourt Blaine, j'ai tourné ça dans tous les sens. Donc c'était en réponse à la question de Diosis au-dessus, tout ça s'est passé. Parce que les distances sont roux, il a bien joué. En me basant sur la théorie que le monde de Blaine serait le cerveau de King, les synapses, tout ça, on pourrait s'imaginer que le voyage du cathète serait en réalité le voyage qu'effectuent les idées de l'auteur lorsqu'il écrit. On peut aller d'une idée à l'autre en allant très vite, ou au contraire passer par plein d'idées différentes pour en arriver au même point. Chaque paysage qu'il voit lors de leur traversée pourrait représenter une idée furtive qui traverse son esprit et qui fait référence à plein d'univers qu'il a déjà évoqués dans d'autres romans. Ce voyage serait à la fois rapide comme une idée et long comparé au nombre de neurones et chemins synaptiques qu'il invoque lors de son acte créatif. C'est clair, quand j'y réfléchis, ça l'est beaucoup moins par écrit. Voyez-vous, je veux en venir, c'est capillotracté, mais pourquoi pas. Ouais, c'est très bien décrit, c'est très clair. Hein, Non, mais l'idée est trop cool, en vrai. Oui. Ça marche super bien. Oui, ça, je kiffe que les gens fassent leurs théories comme ça, c'est trop bien. Oui, ils filent. Qu'on soit pas seul à faire des théories un peu ouf, quoi. C'est trop bien. Ouais, est-ce qu'on avait émis la théorie que quand Blaine se réveille, c'est comme un cerveau qui s'anime, tu vois? Genre, tu sais, sur une IRM, quand on a peut-être un petit truc comme ça, et du coup, là, j'aime bien les gens, ils chopent un fil au vol et le tirent. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Moi, j'aime bien, ça marche bien. Ça marche hyper bien. Carrément. Hein. Merci, Bol de Nouilles. Merci pour ce pseudo. En plus, je lui disais, tu tombes bien parce qu'on enregistre ce soir, donc on pourra complètement en parler. J'avais vu la théorie sur, je sais plus où je suis tombé sur Reddit, j'imagine Reddit à un moment, des mecs qui parlaient de la théorie de Patricia et Blaine, qui disaient qu'en fait, vas-y.
Mon prochain point, c'est plus des commentaires, c'est Blaine Blue, Patricia Pink, et j'ai mis ça pour Non, je l'ai mis là comme ça pour faire penser à te faire en parler. Ah bah putain. Vas-y. Et du coup, les mecs partent du principe qu'en fait, Blaine, c'est pas, enfin, le train qu'ils prennent, Blaine, c'est pas Blaine, c'est Patricia, mais que Blaine aurait tué Patricia en prenant sa place, parce que son train à lui, son corps, était devenu trop vieux et trop pété en fait, et du coup il aurait tué Patricia en prenant sa place, et que la petite voix serait Patricia en fait, qui essaie de se défendre. Déjà suicidé une première fois en fait. Ou alors il s'est suicidé une première fois. Et en fait du coup il aurait tué Patricia en prenant sa place, et ça expliquerait que Blaine soit bien le train bleu et Patricia le train rose pour une fille. Mais je crois que le truc le plus pété, c'est vraiment le Blue Train qui fait B-L-T-R-I-N-E et ça fait Blaine. Ouais. Si tu enlèves le TR, tu sais, c'est trop drôle. Ça capillotracte pas mal quand même. Hein. Et je crois qu'il y a une autre ref avec Patricia, mais je sais plus laquelle c'est. Oui, et dans les commentaires, parce que c'est un fil Reddit, et dans les commentaires et si tu fais Blue, et que tu fais Train, ça fait Blaine avec presque un E à la fin, machin, et il y en a un qui répond en disant, oui, elle est Patricia, c'est comme Pink, si tu enlèves telle lettre et que tu rajoutes telle lettre, machin, Patricia, ça fait Pink. C'est trop bien. C'est parti en couille, tu sais. Là, si t'enlèves les 26 lettres de l'alphabet, Blaine, ça fait tour sombre. Oh, c'est ouf! On peut pas les juger, on fait pareil. Non, mais c'est trop bien, c'est trop marrant. C'est vraiment le truc du complotiste qui voit tout ce qu'il veut voir de bien en disant ça marche, tu vois, ça marche. Oui, bah il y a 36 trucs qui marchent pas à côté en fait, donc c'est pas normal. C'est trop bien. C'est tout pour la partie commentaires et amorçage de théorie. N'hésitez pas à réagir. Merci pour les commentaires à tous. Ça vraiment, c'est trop. En vrai, c'est trop cool de voir. Ça me fait trop plaisir de voir les théories des gens. Voir qu'on n'est pas les seuls. Pas les seuls. Voilà. Oui, et en plus là, je mets que les commentaires qui sont postés publiquement, parce qu'on reçoit des choses en privé et sur lesquelles on réagit, mais on reçoit des choses très touchantes. Enfin, on a eu un commentaire très touchant en privé que je vous ai partagé ce mois-ci, et si cette personne se reconnaît, j'espère que ces moments difficiles vont mieux, et on est ravis de vous accompagner et de vous occuper. Nous, on se régale, et on espère que vous aussi. Du coup, Zéphiriel, est-ce que tu veux nous régaler avec ton résumé de l'épisode précédent ? Résumé de l'épisode 21. Donc, Eddie a encore sauvé le cathète de Blaine et de son suicide. Ça commence. Il a pu réussir à tuer Blaine alors que tout le monde le traitait comme une merde. Est-ce que Eddie ne serait pas le meilleur perso de la série ? La question se pose alors que le cathète arrive à Topeka. Vivant, grâce à Eddie. C'est noté tel quel dans mon résumé, hein, je vais pas exagérer. Il faudrait qu'on mette un compteur de Eddie à chaque épisode. Excusez-moi, là c'est pas son comment on dit ça, son maximum opus, non, c'est magnum opus. Je sais pas pour le prochain live de la 19e palabre, un bingo. Il y a quelques cases qu'on pourrait remplir facilement là. Ah ouais, c'est clair. De ouf, oui, parce que j'ai déjà fait un bingo lecture, mais j'ai pas fait un bingo podcast, on peut en faire un. Et j'en profite pour interpeller une des personnes qui a laissé un commentaire, notamment Yosis, quand tu disais « Au fait, vous saviez qu'Eddie était le meilleur personnage ?» En off, Zef a désavoué le fait que c'était en référence à lui que tu disais ça. Est-ce que tu peux nous confirmer ? C'est en référence, si jamais il l'avait pas confirmé de lui-même à l'instant, voilà. Tu peux continuer. C'est bon pour non, c'est bon. Le résumé, c'est ça, hein. Je suis désolé. Eddie a sauvé la situation. Simple et efficace. On est d'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Non. Non. La situation était merdique. Et a priori, c'est la merde de l'équipe qui sauve tout le monde. Hop. Je me sens trop comme Eddie dans la vie. Excusez-moi si vous pensiez qu'il y avait une suite à ça, il n'y en a pas. Vraiment, c'est que ça. On était suspendus à tes lèvres là. Oui, on attendait. Et donc, il fait quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, il y a une suite à résumer ? Non. Eddie, c'est le meilleur. Voilà. Je résume tout. Alors, ouais, en y pensant, je pense que son maximum opus, c'est vraiment le tome 7 où, même en mourant, il sauve les gens. C'est beau. Ouais, c'est ouf. Donc, on est toujours dans la première partie, qui s'intitule Devinette, et on passe au chapitre 4, qui s'intitule Topeka. Perché sur le toit de Blaine, Jake regarde au sud-est et voit un panneau autoroutier indiquant la route 70.
Moi, la dernière fois, je m'étonnais qu'il soit pas mort en se crachant à cette vitesse, mais Eddie, non seulement il sauve tout le monde, mais en plus, il a une réponse de pistolero. Il dit c'est le cas, parce qu'ils se posent un peu tous la question quand même. Et en vrai, dans l'univers de King, c'est vraiment le ta gueule, c'est magique, quoi. Le cas, et ça fonctionne, hein. C'est c'est un principe de base. C'est vraiment le cercle, pour le coup. Ouais. Mais lui aussi s'étonne de se retrouver dans un décor familier et se demande si le Topeka d'ici est le même Topeka que dans son monde au Kansas. D'ailleurs, Susanna indique un panneau Kansas plus loin sur la route. Ouais, sur le panneau, il y a marqué Turnpike, c'est normal? Vous savez ce que c'est? Oui, c'est pour faire demi-tour, non? Oui. Je crois que c'est pour faire demi-tour, mais c'est un truc comment dire, de la route aux États-Unis. Oui. Okay. Ah non, je crois que c'est un embranchement pour rentrer sur une voie de. Ah, peut-être. Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, bref. Ok, d'accord. Mais j'en ai de vu. Routier chez eux, quoi. Je suis jamais allé aussi. Ok, merci. Et c'est marrant parce que là, du coup, eux, ils se disent qu'ils sont dans le Kansas de leur monde, mais on est d'accord qu'ils sont ni dans l'entre-deux-mondes, qu'ils sont ni dans leur monde à eux, ils sont encore dans un autre Kansas. Bah ouais, en considérant que que Jack et à part Jack et Eddie qui viennent du même monde, on suppose à peine que comment ça s'appelle Susanna vient pas de leur monde à eux en fait. Oui, parce qu'en plus ils relèvent plus loin il y a des choses qui sont pas raccord avec leur monde à eux. Ouais. Oui. Parce que je pense que Susanna, en y repensant, je pense qu'elle vient du monde ultime. Du monde clé, pardon, du monde clé. Parce que quand il monte la Ted Corporation, c'est un descendant de sa famille à elle qui est à la tête du truc. Et qui est à la tête de la tête. Et du coup, je pense que du coup, le monde clé, c'est son monde à elle. Ok. Parce que ça a un sens que c'est sa fortune à elle qui permet de monter la Ted Corporation et ainsi de suite. Ok, tout un. Ouais, mais pour le coup, on sait pas si elle a pas cette même fortune dans toutes les oui, versions bien sûr. Je fais qu'un lien simple. Mais oui, Eddie interrompu par Roland, le cadet se concentre sur un son qu'ils entendent, léger mais agaçant, métallique, ce qui déclenche chez Roland, à 2 doigts de s'évanouir, une sorte de délire à base de grands chasseurs du cercueil et de grand amour Suzanne. Je m'étais noté juste un truc que Roland dit, qu'il n'y a pas dans son monde en termes de ville ou de... En fait, ouais, il y a un moment, Roland dit, il y a un Kansas, je crois que c'est Eddie qui lui demande est-ce qu'il y a un Kansas dans ton monde, je crois que c'est Susanna même qui lui demande. Ouais. Et il lui dit non, l'œil fixé sur le panneau, nous sommes loin des confins du monde qui était le mien, j'en étais fort éloigné avant même de vous rencontrer tous les trois. C'est dans le premier point, ça? Hein? C'est juste après le panneau. Ok, ouais. Mais c'est dans le point. Ok, ouais, c'est marrant, parce que j'ai l'impression qu'il le redit plus tard, du coup. Ah oui, peut-être. Ouais. Bon, il le dit souvent. Oui, il se répète un peu. Il dit souvent, on est loin de chez moi, les gars. Je vous dis qu'on est loin de chez moi. Et c'est marrant parce que je m'étais dit, en vrai, Roland, il dit des trucs comme ça, mais encore une fois, il s'est baladé 20 ans autour de chez lui, tu vois. Genre, moi, si je vais à Topeka, je me dis, bah, on est loin de mon monde. Oui, bah, je sais pas, je savais même pas que Topeka existait, tu vois. C'est facile. On y reviendra. En plus, il y a plusieurs Topeka. Je vais les regarder sur une carte. Bon, on y reviendra. Le cadet protège le pistolero de ce qui lui arrive et Jean-Michel culpabilité se morfond à nouveau à base de qu'ai-je fait pour mériter des gens si gentils alors que je vais les sacrifier pour mon putain de building. Avec le bruit métallique qu'ils ont entendu, Roland a été surchargé de souvenirs avec 2 papes, Reynolds, Jonas et la femme de la colline qui lui a menti, qu'il aide de lui avoir brisé le cœur. On a tout un enchaînement de plein de petits de petites préparations de paiement. Là t'es fin du point 1, non? Début du point 2. Début du 2, là. Début du point 2, c'est ça. Ouais. Son pleureur... Ah oui, c'est ça. Et la box d'Ambry. Oui, pardon, putain, je suis à l'ouest. À l'ouest d'Ambry. Oui, la Box Canyon. Ouais. Enfin, le Box Canyon, ouais. En fait, c'est marrant parce que ce son-là, je m'en souviens dans l'histoire que Roland raconte, mais je me souvenais pas qu'il y avait une tramée là, en fait. C'est fou. Enfin, je me souvenais pas de ça, quoi. Vraiment, ça m'a... Il y a tellement de détails de partout que c'est pas... Il se passe beaucoup de choses, hein, quand même. Ouais, c'est fou. Il fait une grosse, comme tu dis, il fait une grosse préparation, mais là, la tramée, il dit tellement de choses dessus. Je me souviens pas de cette explication la première fois que j'ai lu le truc. Ah ouais, ça, on va pouvoir en parler de la tramée, là, hein, parce qu'il l'a défini dès maintenant. Moi, je me souvenais pas qu'il la définissait aussitôt aussi, ouais. Ouais, pareil, ouais. Mais peut-être que l'histoire s'est réécrite le temps qu'on la lise. Alors, il y a un truc à dire après. Et
il y a le poème là, je pensais d'abord, il ment à chaque mot, cet escroc chenu à l'œil plein de malice. J'ai cherché un poème là-dessus, mais j'ai rien trouvé. Donc voilà. Ok. Roland met en garde ses amis. Ils sont proches de la fin de l'entre-deux-mondes et du début du monde ultime. Le son qu'ils entendent, il le connaît, et ça lui rappelle de terribles souvenirs. C'est celui d'une tramée, je cite, un endroit où l'étoffe de l'existence est usée jusqu'à la trame. En VO, tramée, c'est signe, genre THI 2NY, et la traduction littérale, j'ai regardé, c'est brèche, faille ou parallèle. Ouais. C'est un truc très Ça fin, vient quoi. de signe qui est fin, qui est presque, Oui. tu vois. Ouais. Et j'aime bien l'idée de brèche, parce que ça fait vraiment un truc de... les réalités s'effritent, enfin, oui, t'as une brèche dans la réalité, en fait. Ouais. C'est comme les miroirs et tout. Ouais. Alors, évidemment, tramé, concordance, tome 1, page 285. Le passage est un peu long, mais les tramés donc, sont des lieux où la trame de l'existence est usée quasiment au point de disparaître. Ces écorchures sur la peau de l'existence. Je trouve que le terme il est superbe. Écorchure, ouais. Se sont multipliés depuis que la tour sombre a commencé à péricliter. Les tramés n'existent que parce que l'univers lui-même est malade. À mesure que les tramés se répandent à la surface de la Terre, le mal s'étend parmi les êtres humains et les autres créatures. Oui. Cela ressemble à des... Je vais pas décrire le reste, c'est ce qu'il va décrire par la suite, les bancs de poissons argentés, machin tout. Ok. Voilà. En effet. Susanna interroge Roland sur Suzanne, étonné mais pas tant que ça de la similarité avec son propre nom. Mais il remet une fois de plus la question à plus tard, il faut d'abord descendre du monorail. Mais il n'y a pas d'échelle pour descendre du toit de Blaine. Alors Roland dépiote le harnais de Susanna, qui est fait de lanière, pour en faire une corde par laquelle ils descendent tous. Hot ne perd pas une minute pour marquer son territoire sur le terminus, et ça c'est rigolo, parce qu'il le fait plusieurs dans ce tome-là, genre je renifle le spitz. Et le terminus, on peut y lire 3 villes, Atchison, Topeka et Santa Fe. Et c'est là où je suis allée chercher sur une carte, du coup, des États-Unis. Ouais. Désolé, je reviens un poil en arrière, parce que Ouais, tu l'as dit, mais vas-y. je cherchais dans le concordance. Et Bien il sûr. parlait de l'homme à la scie musicale, à la fin du point 3, point 2. Ouais. T'as Jack et Susanna qui dit, c'est Jack qui dit, ce son me fait penser au vieux que je voyais dans Central Park. T'es un peu en avance, du coup. Elle n'est pas encore passée. C'est Quand ils descendent? Moi, je suis au début du point 3, là. Bah oui. juste après. Ouais, mais Non, c'est fin du point 2, ça. Elle a pas raté cette... Toi, t'es fin du point 2 Ça, c'est fin du point 2. Hein. Ah oui. Et Pardon. juste après, t'as Susanna qui dit l'homme à la scie musicale. Et Jack lui dit, Jack Leval est vers elle des yeux ronds et elle opina, sauf qu'il n'est pas du tout vieux quand moi je le voyais passer. Il n'y a pas que la géographie qui est zarbi, la chronologie l'est aussi. Comme quoi, il voyait, entre guillemets, il sous-entend qu'il voyait le même mec, mais à 2 âges et 2 époques différentes, et avec un âge qui correspond pas. Parce que Jack dit qu'il est vieux. Attends, c'est pas ça? Non, c'est Susanna. Susanna dit qu'il est vieux et que Jack dit qu'il était pas vieux comme ça en fait. Et en fait, je me disais putain, mais en fait, j'ai trop envie de voir cette histoire. J'ai trop envie de la lire cette histoire en fait. Du mec à la scie musicale dans Central Park qui vieillit pas ou qui passe les mondes quoi. C'est trop chelou. Parce qu'il y a un effet de, ils viennent peut-être du monde en fait finalement là. Ouais. Ça me fait penser au mec qui garde entre guillemets l'espèce de brèche dans 22-11-63. Exactement. Ah oui, ouais, de ouf. Avec son petit ticket avec sur son son chapeau, chapeau. ouais, sa carte. Ouais. C'est un ticket ou c'est une carte? Je sais plus. Mais oui. C'est une carte. C'est Genre, une carte. Une carte. Chapeau jaune, ouais, c'est une carte. Donc sur le terminus, on lit 3 noms de villes, Atchison, Topeka et Santa Fe. Donc je suis allée vérifier, les 2 premières elles sont bien au Texas, mais Santa Fe c'est au Nouveau-Mexique. Donc après si on relie les 3 ça fait bien une ligne, mais il y a quand même plusieurs Topeka, il y en a 3 aux États-Unis, Kansas, Illinois et Indiana. Et là, on parle bien du Topeka, Kansas, parce que c'est un trop gros détour de faire Atchison, Topeka, Santa Fe. Si Topeka, il est dans l'Illinois ou dans l'Indiana, il est forcément au Kansas. Mais quand on regarde sur une carte, ça fait vraiment une ligne droite. De Blaine dans le... Ah merde, je sais pas regarder, mais Blaine... Enfin, Charlie de Chouchou, il faisait pas ces lignes-là? Tu veux vérifier? Je peux aller Je vais chercher aller mon... vérifier. Attends, je vais voir. Ouais. Ah bah non. Ok. Bon, Ok, il s'est levé en premier. One eternity later. Je crois... Topeka, je suis quasi sûr. Et il me semble que Santa Fe, je le... Topeka, lis. c'est sûr. Topeka, c'est sûr. C'est mentionné dedans, il y a... Ouais. C'est de Saint-Louis à Topeka. Ok. Donc c'est pas tout à fait la même ligne alors. The fastest in between Saint-Louis et Topeka. Et Saint-Louis, c'est où par rapport à Saint-Louis? C'est dans l'ouest bas des États-Unis. C'est dans le Missouri. C'est bas, Mais c'est où, bas le est, Missouri ouais, c'est pas ça?
C'est c'est Middle plutôt- West, Middle West. C'est plus de Middle. Ouais, c'est très à Middle l'est, East. ouais. Par Middle rapport Est à Santa Fe et tout. C'est après la moitié, ouais. ouais. C'est plus à l'est. Ouais. Je me souviens dans les aventures du rail, c'est tout à peu près. Ouais. Ok, d'accord. Bon, je pensais que c'était son trajet. C'est pas trop la même zone. Du coup, c'est pas la même zone. Non, pas du tout. Là, Ah, mais du coup, c'est pas la même zone. Du coup, c'est l'inverse. C'est la suite, c'est de l'autre côté. Par rapport à Topeka. Ouais, en fait, le Santa Fe, Topeka, machin, il fait un peu une diagonale dans un genre vraiment une toute petite, enfin un Nouveau-Mexique et Kansas, tu vois, une Ouais. petite diagonale. Si tu la poursuis, t'arrives à Saint-Louis, peut-être. C'est ça qu'il est en train de dire. Ah ouais, Parce du que coup, si tu continues- peut-être qu'il bifurque. Non, si tu continues, normalement, t'atterris au nord, alors que Saint-Louis, c'est beaucoup plus à l'est. D'accord. Parce que je me disais, du Après, coup, tu peux. ça soulèverait la théorie de si Charlie de Chouchou c'est Blaine, bah du coup il fait pas le bon trajet en fait là. Et c'est Patricia qui aurait dû faire ce trajet quand l'autre faisait notre trajet à partir de Topeka, tu vois. Mhm. Mais ça marche pas trop parce que c'est pas à partir de Topeka, c'est à partir de Ludon. Non, ça marche pas, c'est nul. Ok, théorie avortée. Attends, parce que du coup, moi, mon Google Maps, il pense que je vais aller à l'hôpital Saint-Louis. Non, c'est pas ça. Attends, je voulais mettre Topeka, Kansas, jusqu'à Saint-Louis, Missouri. Tic, tic, S'il te tic. dit de prendre Charlie de Chouchou, il y a ton Google est bizarre. Après, ouais, c'est vraiment Saint-Louis, c'est vraiment l'est-est de Topeka et le trajet de mémoire qui est fait Hutchinson machin et tout, ça vient un peu plus du sud, mais c'est pas non plus un gros détour ou un gros virage d'aller jusqu'à Saint-Louis. Ok. Voilà. De toute façon, Santa Fe, ça parle aussi à Roland. Il croit qu'il y en a un dans la baronnie de Mégis, ce qui le ramène direct au souvenir de Suzanne Delgado. Arraché à sa rêverie, Roland a besoin de l'aide de Susanna pour faire descendre Eddie, qui s'est remplumé de 7 à 8 kilos de muscles depuis son arrivée dans l'entre-deux-mondes et son sevrage. Est-ce qu'on vous a dit qu'Eddie était le meilleur personnage? Il est stylé. Je fais juste point 3 sur le terminus avait un look occidental. C'est en italique dans ma version. En général, l'italique, c'est que c'est en français dans le. Non, là il texte. met oui, c'est en italique et un point de traduction où il y a le traducteur qui a noté que, je sais pas si vous l'avez dans votre version du coup, mais c'est western dans la VO. Ah, Ah, oui, oui. ils en parlent, parce qu'ils referont la confusion plus tard, ouais. Ouais, et il parle du coup de la confusion permet à l'anglais entre occidental et western. Pour Roland, c'est la première acceptation est recevable. Il n'y a pas d'impression de vivre un western dans le sens western. Et je trouvais que la note du traducteur était intéressante ici pour prouver que c'est pas un western, mais un classique, voire contemporain pour Roland. Pour Roland en fait. Bien C'est pour ma part, après avoir vu les explications de Topeka en début de chapitre, je n'aurais jamais pensé à un western puisqu'on est dans une ville contemporaine en fait. C'est marrant en fait cette petit truc. Oui, puis on est toujours à une question de point de vue. Lui, il vit dans un western, donc un western, il voit pas ce que c'est. Oui, par logique quoi. Ouais. Seul avec Roland, Susanna se fait cramer à se caresser le ventre. Il va falloir qu'il parle, mais juste elle et lui, sans les autres, pas même Eddie, ce qui pour Roland est un indice que quelque chose cloche et que ça a sans doute à voir avec le démon. Roland descend Susanna, puis descend à son tour et récupère la corde d'en bas grâce à un tour appris par Cort. La corde servira pour Susanna qui n'a plus de fauteuil, rappelons-le. Point Seigneur des Anneaux, la corde qui redescend tout seul quand on tire dessus. Ah ouais? Bah ouais, dans le troisième... C'est Sam et Frodon qui font ça. Ouais. Dans le Mordor. Ils descendent avec la corde elfique. Et quand ils arrivent en bas du Mordor, vrai. ils disent « Ah bah c'est dommage, on a perdu la corde. » Et ils tirent dessus et elle se défait toute seule. Ils disent « T'as bien fait le nœud ?» Bah oui, on vient de descendre, connard. Oui, alors que là, c'est Cort qui lui a appris à faire un nœud Oui. où, en un mouvement, il C'est peut un vrai le- nœud, c'est un vrai nœud spécial. C'est un vrai nœud spécial que tu peux faire. Ouais. Et c'est bien pour ça aussi qu'il précise, il tire pas trop vers la gauche, parce que s'il tire vers la gauche, le nœud s'effondre. Ah ok, je savais pas. Je savais pas que c'est un vrai nœud. Le cathète avançant, le son de la tramée reprend de plus belle. Susanna ne peut s'empêcher de remarquer que Topeka a l'air d'être une ville plus récente que Lude. Elle est à l'abandon, certes, mais pas depuis des années. Pour le cathète de New York, elle fait penser à la 4e dimension. C'est marrant ce que t'en parlais la dernière fois, Zef. D'autant qu'elle semble complètement déserte. Il y a juste ce passage de Salig. Vous savez ce que c'est? Bah pour moi, c'est les alligators ou des crocodiles. Salig? Bah, le Salik, c'est Roland qui en parle, donc il sait pas ce que c'est. C'est comme ça que Oui, j'essaie genre de les salles l'interpréter. alligators, peut-être. Est-ce que c'est pas... Comment c'est dit en VO? C'est ça je que, sais parce pas, que tu vois, il dit c'est dangereux comme ça. Ce sont des longues choses vertes à longues dents vertes.
Pour moi, c'est. D'accord, j'ai pas compris comme ça. Pardon, je pensais que c'était des endroits comme un marais en fait, tu vois. Ouais, non. C'est vrai que la phrase, comme elle est construite, c'est un peu le bazar. Ah bah putain, je suis tombé dessus pile poil. J'ai ouvert la VO, je suis tombé sur le passage. Le cas. C'est from the Sini. What? Sini, c'est tramé. Sini, c'est la tramée. Ouais. Kone, Yasni, Ouais. George must the way the swamp full of quicksand and salig. Ok, le même. S-A-I-L-I-N-G-S, pareil. Parce que Blessly Warm Sunny Day, c'est un adverbe en fait, donc c'est pas ça. Et j'ai rien trouvé dans Concordance. C'est là où tu vois lire King en VO des fois c'est compliqué parce que je pense que c'est juste un raccourci pour un mot et on ne sait pas lequel quoi. Mais il y a moyen. Ouais, dans les lieux, y a rien. Attends, peut-être que Reddit sait. Le Reddit, il tente Alligator, mais personne. Ah ouais, voilà. Ouais. Et après, ils font le lien avec le Pookie, qui est l'espèce de serpent dans la clé des vents. Ok. Ouais, y a rien. Je regarde dans le haut-parler, le bas-parler, mais à mon avis. Ah, ok, d'accord. C'est dans le bas-parler. Un salig ressemble à un alligator ou un crocodile et vit dans le marais de l'entre-deux-mondes. Ok, temps pour moi. Ok. Je vais pas là jusque-là. Marrant. Donc Roland, lui, il capte bien la notion de « elle ressemble à une gare de chez eux, mais ce n'est évidemment pas le même où ». Et il voit bien que ce n'est pas non plus un berceau pour Blaine et que tout ça doit être l'effet de la tramée. Et c'est là où, du coup, en effet, si c'est un chemin d'un train qu'on connaît, Blaine, il est pas censé arriver jusque-là parce que c'est pas une gare pour lui. Et donc, du coup, le Hutchinson, Topeka, je sais plus quoi, c'est pas lui qui le fait de toute façon. Deux cadavres sont sur un banc et une vieille horloge est arrêtée sur 4h14. Et là, je m'offense parce que je m'offusque même parce que ça fait pas 19. Le hall du terminus ne se trouve pas sur le sentier du rayon. Alors, ça peut faire 19. 14. C'est 1. 4 plus 1 plus 4, ça fait 9. T'as 19. Non, c'est 4h14, c'est pas 14h14. Oui. Ouais, bon, d'accord. J'ai essayé. Ah non, c'est pour ça que ça fait pas 19. J'ai tenté ma chance. Sur un malentendu, ça passait. Donc du coup, Jean-Michel Arbajois, il veut pas y pénétrer. Par contre, il veut bien prendre un journal dans la boîte qui en contient. Boîte qu'il fait sauter avec l'arme de Susanna, qu'il lui subtilise alors qu'elle cherche une pièce dans son sac. Et c'est marrant parce que, à ce moment-là, Roland, il trouve ça extrêmement féminin, toute la phase où elle est en train de fouiller dans son sac à main. Et du coup, ça veut dire que tout ce qui est patriarcat, code homme-femme et tout, c'est aussi dans l'entre-deux-mondes. Et on se demande toujours quel monde déteint sur lequel, en fait. Ouais. Clairement, le patriarcat dans l'entre-deux-mondes. Ouais, on est plutôt, oui. c'est plutôt fort. Ça doit être encore plus violent que dans le nôtre. Et c'est dire. Je voulais revenir sur quoi? Mon monde est comme un plateau. Ah oui, j'aime bien. C'est marrant parce il dit ce qu'on a dit depuis longtemps sur ce que c'est le monde de Roland. Ouais. Il dit mon monde est comme un gigantesque bateau échoué près d'un rivage pour que la plupart de ces épaves soient rejetées par la mer sur la plage. Bien des choses que nous trouvons sont fascinantes, quelques-unes peuvent être utiles, si le cas le permet, mais ce sont pas moins des épaves dénuées de sens. C'est fou, le mec, il y a un truc ultra violent de voir son monde comme ça, en fait, de dire, en fait, on est avec les déchets que rejette la mer, quoi. C'est fou. Donc avec le journal qu'il récupère, il voit que le journal il mentionne la même maladie que dans le fléau, une super grippe surnommée Capitaine Trips. Jake fait la lecture au cathète, Roland ne pouvant lire notre écriture. C'est marrant parce que du coup, je pense que si Roland passait du monde chez nous, et peut-être que ça sera le cas dans le dernier tome, il apprendrait à lire de la même façon où nous on sait que le cathète, il s'est accoutumé à l'entre-deux-mondes et il a réussi à lire son langage. Et moi là j'avais une question. Zef, tout à l'heure tu as parlé de monde clé. Est-ce que, en fait, pour moi Eddie il venait du monde clé. Et en fait, pour moi, ceux qui sont piochés viennent du monde clé. Et il y a un truc de temporalité où, si Eddie avait pas été un junkie et s'il avait été, je pense, peut-être un peu plus intéressé par les livres parce qu'on peut partir du principe qu'il l'est pas. En fait, Eddie, il est pioché en 87 et la première édition du Fléau, elle paraît en 78. Donc, si Eddie est dans le monde clé, il aurait très bien pu faire une calane à ce moment-là et se dire, putain, attends, Topeka, super grippe et tout, ça me dit quelque chose. Parce que King, si King existe dans le monde d'Eddie, il a déjà publié le Fléau au moment où Eddie en sort. Donc, du coup, il peut pas être du monde clé. Parce qu'il Pourquoi le sait pas.
Ah, oui, parce que comme il lit pas, tu peux pas le savoir, d'accord. Bah ouais. Il a peut-être juste Oui, pas oui. la ref, quoi, tu vois. Ouais, ouais, en vrai, je sais pas. Je sous-entendais que c'était pas le cas parce que rien prouvait que Eddie et Susanna viennent du même monde. Bah ouais. On sait pas trop, ou alors peut-être qu'il y a des indices qu'on retrouvera plus tard dans le cycle, mais c'est vrai qu'on sait pas trop. Tout à l'heure, on disait que Jack venait peut-être du même monde que Eddie, et il y a les différences sur l'homme à la scie, là. Donc déjà, on sait qu'il y a un problème de chronologie. Sur quoi ? Le vieillard à la scie musicale. Là, c'est entre Susanna et Jack. Entre Susanna et Jack, ouais. Et du coup, oui, Jack mais rien ne dit que c'est pas l'homme qui est pas spécial. En fait, c'est pour ça que je disais, moi, je veux entendre son histoire, parce que je pense que c'est lui qui est bizarre, en fait. C'est pas... la façon de sous-entendre ça, c'est que c'est un personnage bizarre. Et il y en a plein. Et de fait, si ma théorie de Susanna vient du monde clé parce que son argent sert à monter la Tether Corporation, bah en fait, ils viennent tous du monde clé parce que Jack rencontre Calvin Tower et son pote Aaron Despnaux, qui sont dans le monde clé, puisque c'est eux qui vont se battre aussi pour récupérer tout ce qu'il faut de la Tether Corporation. Donc en fait, si c'est le cas, et comme Jack et Eddie viennent du même monde, bah en fait, ils viennent tous du monde clé. Bien joué. Je me high five. Donc c'est marrant de se dire que Eddie aurait pu s'il avait lu le Fléau, il aurait compris. Ah, j'avoue, ouais, putain. Et du coup, on sait que Topeka, de ce monde-là, parce que les gens sont encore vivants déjà, mais il y a même il y a un cycle qui est différent, qui est pas de la même couleur, un écusson qui est bleu au lieu d'être rouge ou un truc comme ça. Oui, il y a des petites modifications, ouais. Et Captain Trip, c'est dans le Fléau ? Ouais. Je me souvenais pas de ça, putain. Ouais, il l'appelle comme ça dans le Fléau. C'est un des surnoms. Ouais, il y a zéro doute. Donc le journal, il raconte la super grippe qui, au moment de cette parution, aurait déjà tué 20 à 30 millions de personnes uniquement sur le continent américain. Et comme le Fléau, le détail de certains événements nous rappelle un peu le Covid. Avions, bateaux et trains suspendus, écoles fermées, qu'est-ce qu'on fait de tous ces corps, etc. On apprend aussi qu'il y a 6 fois plus de personnes malades alitées par rapport au nombre de morts, qui vont donc bientôt mourir. Ça sent l'extinction de l'espèce humaine, cette histoire, puisque le taux de guérison est de 0%. Et bon courage. Mais on sait que c'est pas le cas. C'est pas l'extinction de l'humanité, puisque des gens s'en sortent parce qu'ils sont immunisés. Dans le Fléau, oui, mais dans cette version-là... pour moi, c'est cette version. Tu guéris pas si t'es immunisé. Tu guéris pas, oui. Oui, pardon, oui. Oui, donc oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Je vais sur les mots, si vous voulez. Non, mais du coup, c'est toujours facile de se dire, ah oui, mais est-ce que c'est vraiment exactement la même réalité que dans le Fléau? Est-ce que c'est pas une version, tu vois? C'est ça aussi. Pour moi, il fait référence à lui-même, c'est que c'est... Oui. c'est son c'est son Fléau à lui, ouais. C'est son Fléau à lui, ouais. Oui. Le journal est agrémenté de photos qui rappellent Lude à Susanna. Et rappelons que Lude, c'était le matin même. Parce que... longue journée. Et notamment les images de pendus. Et là, je cite, « Quand les choses tournaient au bizarre, il y avait toujours quelqu'un pour dénicher une corde prête au lynchage, semblait-il. Des échos. Tout était un écho de tout. Il bondissait et rebondissait d'un monde à l'autre sans s'atténuer comme les échos ordinaires, mais au contraire en croissant et devenant plus terribles. » La violence. Ouais, moi, il y a des trop beaux passages dans tout ce début du tome 4. Ouais. La lecture de Jack est interrompue par une rafale de vent qui arrache les pages du journal de ses mains. Ot en rattrapant au passage, mais Jack n'en veut pas. C'est trop pour lui, et ce ne sont que des pages d'avis mortuaires de toute façon. Le journal date du 24 juin 1986. Et on l'a dit, Eddie a été tiré de son monde en 87. Il est d'une version de son monde qui n'a pas eu de super grippe. C'est là où, du coup, ça... Ouais. Parce que, du coup, oui, s'il est du monde clé, il est du monde où King a écrit le Fléau, mais pas le monde où le Fléau se passe. Le Fléau... Il est du même monde que nous. Oui. Parce que le monde où il y a Captain Trips, c'est pas le monde où King existe et où il a écrit ce truc-là. Ouais. Bah, King ne peut pas être de son monde à lui, puisque c'est lui qui a écrit le bouquin, donc qui crée le monde. Ouais. En le faisant. Mais du coup, oui, par logique, ouais, ça marche bien. Ouais. J'aime bien le passage où, quand il parle de... Attends, c'est quoi? C'est Susanna qui dit où elle se souvient du Luster, Wilson, Jeeves et Maud quand les tambours des dieux retentirent à cette fois. Cette fois, le caillou de Spanker était sorti du château, a dit Maud, et ils l'ont fait danser. Sauf bien sûr
que ce qu'elle a voulu dire par là, c'est qu'il l'avait pendu. J'aime bien ce qu'apporte Susanna ici, cette comparaison que les gens deviennent fous quand un malheur quasi divin leur tombe dessus. Comme cette comparaison à Lude, en fait. Lude et Topeka. Ça montre une forme de logique, en fait. Elle est finalement bien logique. Et finir son trajet avec Blaine dans le même monde devient logique aussi. En fait, tu quittes un monde de merde où les gens sont devenus fous pour un truc pour arriver dans un monde de merde où les gens sont devenus fous pour un truc. Quoi. C'est trop bien. Ouais, c'est marrant cette notion de devenir fou suite à un truc divin qu'on n'explique pas trop. Est-ce que c'est le moment où on redit qu'il faut regarder The Leftovers ou c'est pas le moment qu'on redit qu'il faut regarder The Leftovers? Non, pas forcément à toi, mais aux gens qui nous écoutent. Et juste parce que tu t'es arrêté à 24 juin 1986, et donc Eddie qui avait été tiré dans le monde du pistolet un an après ça. Ouais. Du coup, il se rend compte qu'il n'est pas du même monde et qu'il y a un autre monde qui avait... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je l'ai noté, donc je vais lire parce que j'ai mes notes. Il dit, putain, je n'ose pas imaginer le flip ou le choc que tu prends quand on te donne la preuve par A plus B qu'un monde parallèle existe vraiment. C'est-à-dire que tu es dedans. Tu vois, genre autant il arrive dans l'entre-deux-mondes, il y a un truc il comprend pas comment ça s'est passé, mais il est là, tu vois. C'est déjà un premier point dans la gueule, je veux dire, mais là il est dans un monde et il lit un truc où il dit le monde où tu es a été dévasté, mais c'est pas le tien. Et il ressemble au tien en fait, tu vois. Genre t'es dans une ville, c'est comme si demain je me lève, je passe une porte, je sors de chez moi et en fait je suis plus chez moi parce que je me rends compte que c'est pas le même nom de rue et tout le monde est mort et en fait je me dis waouh, il y a un truc mentalement, il y a un truc qui se passe, quoi, ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est là où l'acceptation est plus difficile, c'est parce que le monde ressemble à celui qu'il a connu. Alors que le monde, c'est vraiment totalement différent. Donc, c'est un choc, mais c'est pas familier, c'est pas chez lui. C'est Jake aussi qui a ça. Hein. Oui, bien sûr. Je pense à Eddie parce que c'est le meilleur perso, mais oui, bien sûr. Et donc, pour le meilleur perso, lui, il se dit que c'est pas son monde à lui parce que tout allait bien dans son New York. Ouais. C'est marrant parce que Roland, il est pas de cet avis-là. Pour lui, il y a rien qui est à New York, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Oui, Roland, dans ton monde, on peut en parler. Roland explique à Jake que ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. Ils savent quand ils sont, mais ils ne savent pas où ils sont. Et moi, là, ma VF indique que Roland dit... Nous nous trouvons à Topeka, Arkansas, à la moisson de 86. Et je me dis, pourquoi Topeka, Arkansas? Est-ce que c'est une erreur de la VF? Zef, est-ce que dans ta VO, tu as Topeka, Arkansas? Ah, c'est marrant, parce qu'ils disent Kansas partout avant, donc... Parce que j'ai vérifié, il n'y a pas de Topeka en Arkansas. J'ai trouvé juste Illinois, Kansas et je sais plus quoi. Là. Ah ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas relevé en me disant... Je pensais que Arkansas, c'était une autre façon de dire Kansas, ou que c'était une abréviation d'un truc. Non, parce que c'est vraiment un état, l'Arkansas. Ouais, j'ai pas tilté. C'est quoi, on est passage 5, ça? One eternity later. We're in Topeka, Kansas. Ah, bâtard. The recap of 86. Ah, pourquoi il rajoute quoi. Et moi qui me disais, le traducteur, il est cool, il met des petites notes et tout. Connard, tu t'es trompé à ce point-là. Non, t'es pas un connard, pardon, je m'excuse. Mais non, mais ça, oui, tu comprends Arkansas, Kansas, mais ok. Non. Moi, dans mes notes, il y a marqué Arkansas wesh. Putain, j'ai pas vu. Hein. Merci pour la vérification. Et le pistolero de rappeler la phrase de Jake, il existe d'autres mondes que ceux-ci. Jake le sait puisque lui-même est déjà mort plusieurs fois. S'il y en a un qui est au courant, c'est Jake. J'avais noté quoi? Attends. Vas-y. J'avais noté le passage était ouf, se rendre compte que le multivers existe, mais sans le nommer. Un effet fou de cette discussion. Oui, effectivement, c'est ce que tu viens de dire, effectivement. Bien sûr qu'aussi, Roland, c'est arrivé au sémail de juin de l'année de 1986. Je sais pas pourquoi c'est écrit en toutes lettres. Et nous nous trouvons ici à la suite de ce fléau. Si Eddie a raison, quand en laps de temps écoulé, cette épidémie de super grippe est au lieu dernier sommeil de juin. En fait, le gars, il t'explique par A plus B que, bah oui, on est dans un monde, les gars. C'est marrant que la VF parle de fléau parce que la VO, le titre, c'est pas fléau, hein. C'est The Stand. Hein. Donc, The Stand, c'est la résistance, hein. C'est les gens qui résistent, les survivants qui se dressent contre le grand méchant Randall, hein. C'est vrai. Est-ce que c'est mieux? Ouais, je sais pas, il y a un sens, hein, aux deux, je trouve.
Non, c'est bien le fléau, mais en fait, moi je trouve que on va pas refaire le débat là, mais que le titre Le Fléau, il trompe parce que le sujet du roman, c'est pas la maladie. Le sujet du roman, c'est la résistance, ceux qui restent après. Quel camp ils choisissent et pourquoi ils choisissent ce camp-là. C'est The Stand, c'est la résistance, c'est pas le fléau. Le fléau, c'est juste le premier tiers, quoi. On s'en fout. Ça aurait pu être ça ou une bombe atomique ou quoi que ce soit. Ça change rien. Voilà. On va revenir sur les évadés ou pas? Au secours. Je cite, « Il existe plusieurs mondes possibles et une infinité de portes qui y mènent. Nous sommes dans l'un de ces mondes. La tramée qu'on entend est l'une de ces portes, seulement plus grande que celle qu'on a trouvée sur la plage. » Et cette tramée, ils sont sans doute passés au travers pour arriver ici. J'aime bien. J'arrive pas à créer. Enfin, véridique, depuis que j'ai relu ça, j'ai en tête un truc de théorie sur la tramée et je suis en mode, putain, j'arrive pas à le mettre en place dans ma tête. J'ai besoin un peu plus de trucs. Mais la tramée qui défait la trame de la réalité, des liens entre les mondes, tu vois, de défauts qui défait les trames de l'histoire. Tu vois, il y a un truc de... C'est quoi le nom de la tramée en anglais? Thin, comme Thin. Oui, Thin. Ouais. En fait, il y a un truc de... En anglais, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je suis pas assez fluente pour ça, je pense. Mais vraiment, en français, ça prend un sens fou, quoi. Tu vois, ce truc de la trame de l'histoire, la trame de la réalité, la trame... Tu vois, c'est vraiment bien pensé, cette trad, quoi. Oui. Et pour le coup, ça mixe tout ce qu'il faut dans le multivers, dans le parallèle des mondes, dans l'histoire, dans le fait que ce soit écrit, dans le fait que... C'est trop bien. Oui, parce que... on peut peut-être lui pardonner d'avoir écrit Arkansas au lieu de Kansas, parce qu'avec tramé, t'as vraiment cette préparation de, en effet, la trame de l'histoire, la trame de la réalité, qu'il avait peut-être pas anticipé et qui existe peut-être pas comme multisens en anglais. En VO, ouais. Thin, tu vois, le truc de la brèche, ça fonctionne super bien aussi, en fait. Ouais, mais ça fait pas appel à ce côté trame de l'histoire qui, moi, je trouve hyper intéressant. Oui, bien sûr, complètement. Et en fait, je me dis, du coup, c'est peut-être la traduction française qui nous trompe sur ce qu'on veut penser, en fait, au final, et qui n'est pas du tout... Tu vois, demain, on rencontre King et on lui donne cette théorie, il dit, bah non, je vais me penser à ça. Bien sûr. Parce qu'en français, ça faisait un peu cet effet, et du coup, on s'est dit que... Mais le choix des mots est toujours extrêmement important parce que ça influe. Si on a des synonymes, les synonymes, ils veulent jamais dire exactement la même chose. Il y a des nuances, il y a des interprétations, il y a des histoires derrière chaque mot. Et quand on choisit un mot, il va influer, en effet, et il y a de fortes chances qu'en effet, là, ce soit le cas. Imagine, il y a un Topeka en Arkansas, quoi. On va les vérifier. On apprend aussi que, je cite à nouveau, je cite beaucoup, mais en même temps, il n'y a pas 100 façons d'expliquer mieux ce qu'il explique. Les tramées ne sont pas naturelles. Ce sont des écorchures sur la peau de l'existence, comme relève dans Concordance, et qui ne doivent la leur qu'au fait que les choses vont de travers, et ce, dans tous les mondes. Stylé. Mais il nous le disait un peu avant, que les tramées existaient parce que, il y en avait de plus en plus se multiplier parce que la tour sombre était en train de se casser la gueule. Exactement. Si c'est pas un comportement naturel, c'est parce que ça va pas à la tour sombre. J'imagine le truc comme si on est sur cette espèce de millefeuille dont tu parlais dans un épisode, Émilie, sur le fait que les mondes s'empilent en fait les uns sur les autres, tu vois. C'est-à-dire que s'il y a une tramée, en fait, c'est ce qui fait le lien exact entre les deux mondes, parce que tu as un trou entre les deux mondes à cet endroit-là, quoi. C'est-à-dire que géographiquement, est-ce que c'est le même endroit, tu vois, il y a un truc de... Donc ils ont été éjectés du rayon. Les nuages ne se dirigent plus vers la tour, ils se sont retrouvés dans un monde sans rayon. Et Roland précise que la tour existe dans chaque monde, mais elle n'est pas accessible depuis chaque monde. Et moi, c'est là où, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des choses que j'ai réalisées là et que je suis pas sûre que j'avais réalisées avant, je suis pas sûre que j'avais vraiment compris qu'ils sont plus dans l'entre-deux-mondes, qu'ils ont passé une porte, en fait. Et du coup, j'arrive pas à me souvenir à quel moment ils reviennent sur le chemin du rayon et ils repassent une porte. Lorsqu'ils sont dans le palais de verre. C'est ça, oui. Ok, d'accord. Je me suis douté, mais j'étais plus sûre. On est au Kansas, tu vois. Oui. C'est là où Dorothy a été enlevée pour arriver sur le chemin d'Oz et ainsi de suite. C'est vraiment du... Alors, il passe la même porte que Dorothy, tu veux dire? En fait, elle vient du Kansas, Dorothy, à la base. Et la tempête qu'il a amenée, ça se trouve, c'était une tramée. Hein La tempête qui a déposé Dorothy, oui, complètement. C'était une tramée.
Et du coup, c'est marrant que le magicien d'Oz, ils arrivent au palais du magicien d'Oz. Ouais. Et c'est en repartant qu'ils reviennent dans leur monde, comme Dorothy. Comme Dorothy. D'accord, ok. Et du coup, on en reparlera vachement plus tard, mais dans 2 ans environ. Mais on avait dit quoi, 8 épisodes à peu près, ça allait prendre 8 ou 10. À chaque fois que je l'ouvrais, ce tome-là, je me disais, c'est cryptique quand même. Il y a beaucoup de mots dans la page. Oui. Il leur faudra retrouver le rayon. En attendant, ils reprennent leur route direction le parc d'en face. Pardon, je reviens juste sur on a éjecté du rayon. C'est le terme de fin, c'est nous sommes tombés du rayon. C'est stylé de ouf. C'est la même chose, ouais. Non, mais c'est ce qu'il dit dans la même phrase. Mais à la fin, il dit on est tombé du rayon. C'est trop vache. L'idée est tellement cool. Mais surtout que si en effet en VO ah ben non, j'ai rien dit. Parce que je m'étais dit, en fait, j'ai confondu rayon et tramé. Je me suis dit oui, si c'est la même racine que quelque chose qui est fin, évidemment qu'ils en tombent parce que c'est fin. Tu vois, tu te dis la moindre perturbation, ils peuvent en tomber, mais en fait, ils sont pas sur une tramée, donc ça n'a pas de sens. J'aime bien la fin de ce petit passage où je crois que c'est Roland qui annonce qu'il faut qu'il retrouve le rayon. Ouais. Et Eddie qui demande mais vers où on va en fait. Et Roland qui répond tout simplement là où nous allions. C'est vraiment pragmatique. C'est Captain Obvious, on avance tout droit, on continue. Bah ouais. C'est ce que je fais depuis 20 ans, je continue. J'avance. Le gars il est tourné en rond, il donne des conseils quoi. Du coup, tu cherchais quoi, Zef ? Je cherchais ce que Jack disait quand il disait on est tombé du rayon. Quel est le terme ? Quoi qu'il nous soit arrivé, ça nous a éjecté de ton monde, Roland, dit Jake. Nous sommes tombés du rayon, regarde. Ouais, mais en VO, pardon. Ah, en VO. We've fallen off the beam, non, c'est ça. On est tombé. Marrant. Et donc, chapitre 5, en PH 10 ans. À la gare. Ouais. Pardon, et en anglais, c'est We Turn Picking. Ah, ok, d'accord. C'est trop bien. Il est là. Sans le G, avant le G, t'as un apostrophe pour le turn picking. Oui. À la gare, il y a plein de cadavres tout secs dans le parking. Des familles qui espéraient sûrement fuir. Mais où ? Se demande Jake. Eddie, lui, il repère l'espace handicapé, ce qui n'existait pas à l'époque de Susanna, et espère y trouver un fauteuil roulant. Ils ont l'embarras du choix et Eddie jette son dévolu sur celui dans le coffre d'une voiture, dont il fait sauter la serrure d'un coup de feu qui redéclenche la tramée. Le fauteuil est plus moderne que l'ancien, donc plus petit et plus léger, mais tout aussi robuste, voire plus. Jake, lui, flâne et caresse les toits des voitures en cherchant des différences avec les voitures de son camp à lui. Une remarque de Susanna le ramène au terrain vague et à la rose. Il se dit que son avenir n'est pas écrit. Je cite. Mais oui. Oui, il n'est pas écrit son avenir. Il n'est pas encore écrit. Alors qu'en fait, il l'est. Parce qu'il est revenu au point de départ. Ouais. Et que tant que cette rose existe, son destin n'est pas scellé. Il retournera peut-être en Amérique. Il reverra peut-être ses parents. Et c'est marrant parce qu'il dit ça presque comme une condamnation. Il dit pas parce qu'il a envie d'y retourner. Il dit ça en disant, en fait, je sais pas, s'il y a bien un gars qui sait que il est juste un pantin du cas et de la volonté du pistolero, c'est Jake. Oui, en plus, il a une affinité, Jack, avec le cas. Il comprend des choses du cas que Roland n'a pas compris encore depuis 1000 ans, quoi. Du coup, il sent que ça va être plus compliqué que ça, en fait, quoi qu'il arrive. Ouais. Et du coup, c'est marrant parce que au petit jeu de qui reconnaît des voitures, Eddie les reconnaît toutes parce qu'on est vraiment très proche du moment où lui, il a été tiré de son époque. Ouais. Et Susanna, évidemment, elle le reconnaît quasi pas. Elle en reconnaît une très vieille qui, pour elle, est une très récente. Ouais, c'est trop bien, putain. Oui, j'aime bien. J'aime bien ce genre de détails. Je l'ai noté, mais il y a un détail encore qui est trop... Enfin, encore... Vas-y. J'ai kiffé de ouf après. Non, mais ça va plus tard. Après. Alors que Roland est toujours dans ses pensées, le reste du cathète repère des différences avec leur camp ou à eux, notamment sur le nom d'une équipe de baseball. Et j'ai mis, ce qui est marrant, c'est qu'elle soit le même nom dans le monde des trois, mais pas dans celui-ci. Oui, ils ont tous, tu vois, c'est là où t'as peut-être une confirmation qu'ils sont tous du monde clé, c'est parce que tous les trois, ils ont la même ref. Ouais. Mais c'est pas la même ref que ici. Ouais. C'est pas de, ah bon, toi, ça s'appelle comme ça, moi, ça s'appelle comme ça. Tu vois, ils ont tous la même bonne réponse. Ouais. Et c'est là, justement, que je me disais, j'adore, c'est anodin de ouf. Ouais. J'adore ce genre de détails, en fait, que les mecs, ça fait bugger ton monde. Et c'est même à toi, ça fait bugger ton propre monde. Je sais pas, Peugeot, c'est pas un lion, c'est une tortue à la place, tu vois, en termes il y a plein de petits détails comme ça, je me dis, putain, c'est un peu, enfin, c'est le truc de Sliders, quoi. C'est les petits détails qu'ils remarquent dans les autres mondes en se disant, c'est tellement proche, mais je suis pas sûr, tu sais.
tellement cool. Moi, ça me fait penser à un livre que tu m'as fait lire, qui est Dark Matter de Blake Crouch. Est-ce que tu l'as lu, Grand Poil, ou pas? Non, ça me dit rien. Je pense qu'il te plairait beaucoup. Je l'ai lu en 48 heures. Il va te faire genre un passage aux toilettes, c'est fini. Ouais, j'ai des devoirs à faire, ma merde. Oui, mais il est bien, et je me dis, si je dis à quoi ça me fait penser, ça va spoiler, mais ce truc de faire attention aux petits détails qui changent pour se rendre compte que c'est peut-être pas tout à fait la version qu'on connaissait avant, et peut-être qu'il y a eu un switch de version, que ce soit c'est ce genre de détails-là, en fait. C'est ce truc-là, et c'est trop bien. En vrai, c'est trop bien. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment tu te lèves le matin, t'as un doute d'un truc, et en fait, tu peux pas, tu te dis jamais, j'ai changé de monde. Ok, t'as un doute, quoi. Tu t'as pas vu, t'as pas fait gaffe, quelque chose s'est passé. Ouais. Et en fait, c'est trop bien quand tu sais que dans une histoire où les mondes parallèles existent, il y a un truc de mind blow intense, quoi. Mais oui. Et en fait, je pense que tu perdrais tellement confiance et en toi et dans les gens et dans tout, tu vois. Dès que tu vois une incohérence. Si tu continues la métaphore sur Sliders, il a failli retrouver son monde parce que le petit détail qui lui manquait, c'était la porte d'entrée de chez lui qui grince. Et il est dans un monde où la porte elle grince pas, il dit c'est pas chez lui, il repart, et là t'as quelqu'un qui arrive avec son petit pot d'huile. Ah, j'ai bien fait de regresser cette putain de porte. Mais non. Là tu fais. C'est le meilleur passage. Parce qu'en plus, ça vient après un épisode qui est super intense et les gars ils disent vous arrivez dans ce monde, vous avez 1 minute pour décider avant de partir, quoi. C'est 1 minute, vous restez ou vous partez. Et vraiment c'est le test final, c'est mon portillon il grince tout le temps, c'est ça le test. Madame, je vous ai mis un petit coup d'huile, ça grincera plus maintenant. Et tu dis si tous les connards au même moment dans tous les milliards de mondes qu'il y a ont fait la même chose, le mec il est fini. Plus jamais il s'arrête. C'est trop drôle. En fait, c'est marrant parce que j'ai pensé à cette scène il y a pas si longtemps que ça en me disant reste. Le mec t'a dit t'as 90% de chance que ce soit le bon monde. Reste. 90% de chance, t'auras jamais un meilleur pourcentage de chance que ce soit le bon, quoi. Reste. C'est clair. Tente ta chance. Moi, je me demandais ce que ça me ferait d'aller dans le village où j'ai grandi, qui a été le village de ma mère jusqu'à ce que j'ai 35 ans, et genre de voir que chez moi, le cimetière a été construit au-dessus de l'église, et d'aller dans ce village-là et que l'église soit construite au-dessus du cimetière, et de me dire, c'est mon village, mais c'est pas mon village, tu vois. C'est ce genre de petits détails de te dire, putain, c'est pas comme ça normalement, sans que ce soit non plus extrêmement flagrant, parce que là c'est vraiment du détail, tu vois. Ouais. C'est pas flagrant. Moi, à contrario, j'ai ce truc de quand je suis parti de Paris et que je suis revenu pour la première fois dans le sud, dans le petit village là où mes parents étaient, il y avait rien qui avait bougé. Genre il y avait vraiment les mêmes pubs jaunies par le soleil au même endroit, les mêmes détails, et ça m'avait rendu ouf de dire waouh, les gars ils sont coincés dans le passé, quoi. Et c'est faux sur plein d'aspects, hein. Genre il y a des commerces qui ont bougé, il y a plein de trucs, mais il y a plein de détails qui m'ont marqué en étant enfant, de dire wow, ça va pas bouger, quoi. Tu vois, je suis arrivé chez mes parents, il y avait les mêmes produits sur le meuble de la cuisine dans le même ordre, certains qui avaient pas bougé du tout. Putain, c'est ouf, quoi. Ça m'avait foutu le cafard, quoi. Lui, Jake, il est soulagé. Ici, ce n'est pas son monde. Donc, ce fléau ne menace pas son monde, a priori. Et alors qu'il rumine et dit l'interrompt. Ça ne sert à rien. Ça va juste lui porter la poisse. Il traverse direction Gage Park et King nous fait une King. Est-ce que quelqu'un veut lire genre la dernière phrase du passage 1? Attends, la dernière phrase du passage 1. L'un des plus grands chocs. Il y a le plus grand choc que Jake devait éprouver de sa vie. Déjà, quand il y a marqué Gage, dès que j'ai vu marquer Gage, je me suis dit, ouais, c'est pas subtil, ça. Pourquoi Gage, c'est... Ah oui. Mais non, mais Gage Park, il est dans Charlie le Chouchou, et Gage, en plus, c'est le nom d'un gamin dans Cimetière. Qui se prend un camion, donc le choc, on est pas mal aussi. Il a pris un choc à Gage Park. Oui, il meurt comme Jake, il meurt sous les roues d'un véhicule sur la route, quoi, tu vois. Wow, il a pas été... c'est tellement fort. Il a pas été poussé, en fait, il court après un ballon. Mais est-ce que le ballon, il est pas attiré par une force, tu vois Ah putain, j'avais pas tilté, c'est trop bien. Ouais. Bravo. Dans le parc, il y a des roses partout, et Jake, qui marche en premier, traverse les rosiers pleins d'épines jusqu'à un chemin de fer. King nous a déjà spoilé à ce stade qu'il va tomber sur Charlie le Chocho. Moi, je préfère faire genre que je maintiens le suspense. Comme un gamin de son époque, il lâche un « oh bonté divine ». Là, j'étais quand même un peu déçu que Hot, il répète pas le « oh bonté divine ». Et il est vite rejoint par les autres.
Le train qui va sur ses rails, c'est donc ce bon vieux Charlie, le même que dans le livre, ça lui en a coupé les jambes. Roland le rassure sur le fait que celui-ci n'a rien d'un Blaine, il n'est pas dangereux. Jake et Susanna s'accordent à dire que la présence du train signifie qu'elles sont dans le monde de Beryl Evans. Et c'est logique, puisque King fait se connecter ses fictions. Beryl Evans, c'est un personnage de sa propre création, tout comme ces personnages-là. Donc il a décidé qu'ils étaient dans le monde de Beryl Evans. C'est trop bien. Ouais. Ils sont dans Charlie le Chouchou assez littéralement, là. Oui. Ouais, c'est marrant, hein. C'est marrant. Bien. Il les a foutus dans un autre de ses bouquins. Qui lui-même est plus ou moins une autre version d'un autre de ses bouquins. Parce que du coup, t'as Charlie le Chouchou dans le fléau, quoi, tu vois. Là, on est dans Inception plus 10, ça devient... On revient sur les niveaux de parking du Pistolero, mais plus en termes de flashback, juste en termes de couche d'univers, quoi. Ouais, c'est stylé. Ça aurait été encore plus ouf que dans le fléau, il parle d'un parc avec un train dedans. Je baroudis le fléau, peut-être qu'il en parle. Hein. Genre quand Larry il part de New York, est-ce qu'il y a pas des traces à New York de, tu vois, de quelque chose. Après là, ils sont pas à New York, mais. Oui, ouais. Ça aurait été stylé. Ouais. Faudrait aller en vrai, si on trouve la version e-book, on fait un petit contrôle F, on cherche train, parc, tout ça. Charlie. Ça peut se trouver. Oui. Jake a l'impression que le phare de Charlie s'allume et s'éteint, mais le reste du cathète est déjà reparti et n'a rien vu. Terrorisé, il s'empresse de les rejoindre, Hot dans les bras. Au zoo aussi, les animaux sont morts. Au bord des larmes, devant des singes morts, main dans la main, Eddie demande à Jake de faire taire Hot, qui hurle à la mort devant un cadavre de loup gris. Ils continuent leur chemin à travers le parc jusqu'en haut de marche. C'est fou comme dans ce passage, t'as juste Jake et Eddie qui sont touchés. Roland, je suis pas étonné qu'ils s'en foutent. Ouais. Mais il parle pas de Susanna, quoi, qui elle est pas touchée, enfin, a pas l'air d'être touchée du coup par les animaux qui meurent, quoi. Mais c'est, je sais pas, ouais, il y a un truc qui j'ai trouvé ultra étonnant en fait que ça se passe que entre ces deux-là. J'y avais pas pensé. Après, est-ce que Susanna, on part pas du principe qu'à ce stade, elle est un peu obnubilée par ce qui est en train de se passer dans son ventre? Ouais, probablement. Après, je me disais, Jack, il est jeune, il dit c'est le meilleur perso, donc c'est normal. Bon. Mais oui, non, c'est vrai que j'y avais pas pensé. En traversant la volière pleine d'oiseaux morts, Eddie a l'impression de faire un trip comme avec ses potes d'avant. Tout le monde se drogue, sauf un ou une, qui prend la route et fait la balade aux autres sur fond de musique rock. Ils appelaient ça le péagisage. Et c'est ça qui donne le nom à ce chapitre. Ce passage, il est incroyable, hein, sur l'explication de ce que c'est de dire. En fait, le nombre d'anecdotes qu'on a sur Eddie, uniquement Eddie, par rapport à Jack et Susanna tout au long de la série, quoi. C'est de son passé, de ce qu'il vit avec son frère, du moment de la drogue et tout. Je me disais, putain, il y a un côté King, ancien drogué, qui sait en parler, en fait. Tu vois, ça me paraît assez fou, en fait. Moi, ça m'a rendu triste pour Jake, parce que Jake, il a une réflexion en disant... Ça devait être cool de traîner avec des potes, tu vois. Et Jake, il a pas ça, et il aura jamais ça. Et moi, je viens d'un village de 650 habitants, où du coup, à partir du moment où on a commencé soit à avoir... parce que, en fait, prendre la route de nuit, c'est le quotidien quand t'es dans un village qui ne dépend que d'une voiture. Et ce truc où les premières virées en bagnole avec les potes des villages d'à côté, ou les retours du collège ou du lycée à l'arrière de la voiture en regardant les étoiles, machin, quand bien même c'est ta daronne qui conduit, c'est un truc qui a marqué mon enfance, qui moi me manque à Paris. Et c'est pour ça que mes 15 premières années à Paris, j'ai eu une voiture. C'est que j'adore ça, quoi. J'adore la voiture et j'adore ce truc de... Tu te laisses porter et regarder le paysage défiler, c'est trop bien. Et en fait, j'adore le train, j'adore prendre le train. Et je pense que c'est pour ça aussi, parce que j'ai vraiment l'impression de juste me laisser porter, de regarder défiler le paysage. Et un espèce de truc méditatif là-dedans, que je comprends complètement dans le délire d'Eddie. Et qui en plus, moi, me rappelle, clairement, on prenait la voiture bourrée quand on avait 18 ans. Et comme des idiots de notre âge, quand on n'avait rien d'autre à faire, en fait. Et je me suis retrouvée là-dedans et ça m'a rendu triste pour Jake, qui lui... a presque eu envie de se dire ça avait l'air cool quand même. Drogue à part, ça avait l'air cool. Ouais. Et ça l'était. J'ai une pote qui m'avait dit j'adore prendre le train. Quand t'es dedans, c'est que tu vas là où tu dois aller. Ouais. Il y a un effet vachement philosophique de ça t'amène là où tu dois aller, en fait. Et je sais pas comment expliquer, je trouve ça ultra stylé. Il y a un truc trop beau dans cette formulation. Donc le cathète quitte le parc, direction la rampe d'accès à l'autoroute. Les deux panneaux sont bombés avec un « Attention aux marcheurs » et l'autre avec « Vive le roi cramoisi ». Les deux panneaux ont le même symbole d'œil.
Et même Roland, il sait pas ce que ça signifie. C'est ouf parce que je me souviens complètement de la première fois que je suis arrivé sur ce passage et que j'ai lu Attention au roi cramoisi. Ouais. C'est la première fois que je voyais ça. Je voyais ce nom-là et je me souviens du frisson en fait que j'ai eu en le lisant, en disant waouh, roi cramoisi, c'est tellement stylé comme nom. J'avais pas lu Fléau à l'époque, donc je suis pas sûr que j'avais la référence du marcheur, bien que j'avais vu le téléfilm en tout cas. Ouais. Mais l'idée d'un grand méchant à la fin du film ou du cycle, je trouve ça assez cool, même si c'est un peu décevant par rapport à ce que ça remonte, mais comme beaucoup de choses. Et effectivement, roi cramoisi, page 65, tome 1, concordance, c'est ultra long. Est-ce que je peux vous le dire? Non, non, ça vaut pas le coup. Quasi une page. En vrai, il y a plein de choses qui sont... En vrai, je vais le lire parce qu'il y a un passage qui est assez intéressant par rapport à Sylvia Pinston dans pas à Lude du tout, Tulle. mais à Tulle, merci. Donc, si Roland ne sait pas exactement qui est le roi cramoisi, c'est dur à dire en français, je crois. Crimson King, c'est plus simple. Le lecteur le sait, on le retrouve dans un autre roman de Stephen King, Insomnie. Je sais pas, j'ai toujours pas lu. Si Roland est un soldat du blanc, alors le roi est son ennemi juré. Ce prince du chaos change sans arrêt d'apparence, mais sous sa forme véritable, il a les yeux rouges et il est doté de crocs. Très proche de vampire, du coup, dans l'idée. Dans le nouveau Pistolero, Sylvia Pitstone, super d'ailleurs, prétend que le roi cramoisi est l'antéchrist qui précipitera les hommes dans des entrailles brûlantes de la perdition. C'est lui qui se cache derrière tous les plaisirs charnels. Il est la force perverse à l'origine des machines destructrices sorties de la fonderie Lamerck, ça on le savait déjà. Cependant, en dépit de ses sermons, Sylvia s'est laissée séduire par le pouvoir du roi, croyant que Walter est l'ange du roi. Elle le laisse l'engrosser de l'enfant démoniaque de son maître. Roland se débarrasse du démon en introduisant son arme dans le vagin de Sylvia. L'enfant meurt, mais en représailles, Sylvia soulève toute la paroisse contre Roland. Dans le nouveau Pistolero, Walter apprend à Roland que le roi rouge a déjà pris le contrôle de la tour et que la terre est livrée à son pouvoir. Bien que le roi ait capacité de porter son œil rouge enflammé vers les royaumes du monde des mortels, il est loin d'être lui-même un mortel. L'ennemi de Roland est bien plus grand et bien plus puissant que l'imagine ce dernier. Et c'était cet ennemi qu'il affronte depuis le début. Le sigle de Farson, utilisé pour piéger le cathète de Roland à Ambry, était l'image de l'œil du roi rouge, ce qui n'a rien de surprenant puisque dans le nouveau Pistolero, le lecteur découvre que Farson n'est autre que Walter, le suppôt du roi rouge. Et du coup, le sigle de Farson, utilisé à Ambry... Je sais plus. Quoi ? On l'a pas encore fait. Son sigle, je sais plus. Non, c'est dans ce tome-là, mais on l'a pas encore fait. Ouais. Je me souviens plus où c'est. Mais voilà, et je trouve ça intéressant de dire que Sylvia, je me sais plus trop que dans Lude, elle s'était fait retourner en fait le cerveau par. Oui. Par Walter, ouais. Mais ouais. Effectivement. Ouais. Oui, la première occurrence du roi cramoisi, c'est dans le Pistolero. Ouais. Direct. Et c'est intéressant du coup de. Roi essaye à tout prix d'avoir un enfant, quoi. Bah ouais. Et classique post-apo, les voies sont engorgées de voitures, à l'arrêt évidemment, mais surtout, ils voient désormais la tramée au loin et sentent sa présence. Mais les balles des revolvers du monde de Roland, c'est des boules de pièces magiques. Enfilées dans les oreilles, elles coupent le son de la tramée. Bien qu'inutilisables car elles ont pris l'eau, Roland les a gardées. Faut pas gâcher et il a bien fait. Et elles referont surface, rappelons-le, ou enfin anticipons-le, pour bloquer les voies dans la grotte, près de Calabrine Sturgis. Ouais, bien joué. Et sortir bien. TGCM de ouf, c'est trop bien. Oui, c'est ok, on aime bien. Mais en vrai, y a un truc de... comme les balles ont été fabriquées à Gilead avec le matériau de Gilead, Gilead qui est vraiment le bastion du blanc et de la... Tu vois, de tout ce... Tu te dis, ouais, ça marche. En vrai, ça marche, quoi. Un pistolero... En fait, le pistolero, il remplit... il garde ses douilles et il peut les réutiliser. Donc, en fait, tu peux te dire que ce métal aussi, il est spécial. Oui, il y a pas mal de créatures de la mythologie qui peuvent être tuées qu'avec... je parle pas forcément genre l'argent pour les loups-garous, le puits en bois pour le vampire, mais avec des choses très spécifiques et qui sont aussi des fois liées à la façon dont ces créatures-là ont été créées. Donc là, c'est la même chose, en fait, dans l'idée. Ouais, complètement. Mais Hot, lui, il est pas dérangé par la tramée. Il est vraiment immunisé. Susanna remarque que des voitures ont été dégagées, ce qui sous-entend que des gens ont survécu. Et c'est là où on a ce truc de... En effet, il y en a qui ont été immunisés, et eux, ils survivent.
Ouais, c'est pas ceux qui sont passés, quoi. Ouais. Plus il s'approche de la tramée et plus le cathète se sent mal, physiquement mal. Il traverse la tramée, qui est une sorte de brouillard argenté, et une fois passé ce brouillard, il commence à se sentir mieux, mais ils ne sont toujours pas revenus sur le sentier du rayon. Ça, c'est ouf, parce que je me souvenais pas que tu pouvais toucher ou passer à la tramée. Pour moi, c'était un... Pour moi, c'est une porte, tu vois. Donc, Ouais, mais c'est une porte, généralement, ils te disent c'est plutôt vers les... ça t'envoie vers les démons, le monde extérieur. Ouais. Ils décrivent des trucs un peu sales, si je me souviens bien, pendant quand ils seront à Embry, et justement, ils vont bloquer les mecs dans le box Canyon. C'est pour ça que, pour moi, la tramée, c'est pas un truc que t'as envie de traverser. Même Roland, tout le temps, il dira, il faut surtout pas s'en approcher, faut pas la traverser, on sait pas où on va. Mais après, en vrai, peut-être que la tramée qui a à Ambry, on le verra, amène vers un monde qui est détruit, quoi, tu vois, qui fait que il faut pas toucher ça, en fait. Et que là, en fait, c'est juste un passage d'une porte, quoi. C'est marrant. Il décide de camper plus loin, dans un espace dégagé de voitures, et alors, que le traducteur a décidé d'appeler trouée, et moi j'étais pas perdue, mais j'étais hyper perturbée et la tramée se finit, là il y a une trouée, truc tramée, j'étais en mode, ah vas-y, ça se ressemble trop, trouve un autre mot, quoi. J'avoue. Donc il y a un espace dégagé de voitures au milieu des champs. Et plus loin devant, la tramée empiète à nouveau sur l'autoroute. Ils peuvent avancer pour trouver du bois sans que le bruit de la tramée ne gêne de trop. Le cathète s'affaire à préparer un petit camp avec du feu, mais Eddie aperçoit quelque chose très loin devant qui semble planté au milieu de la route, une sorte d'immeuble à propos duquel Roland fait son mystérieux. Autour du feu, terminant leur repas, Eddie observe le ciel et aperçoit que les étoiles ont changé. Ce sont désormais les mêmes que dans son monde à lui. Un cri d'oiseau le sort de sa torpeur, il en profite pour rappeler à Roland, qui contemple aussi le ciel, qu'il devait raconter une histoire à propos de sa jeunesse et d'une certaine Suzanne. Je disais quoi? En fait, je m'extasiais dans le quelque part au sud, un oiseau poussa son cri, le son le plus solitaire qu'il a entendu de sa vie, estima Eddie. Nul d'entre eux ne parlait beaucoup et il lui traversa l'esprit comme qu'à ce moment de la journée, il le faisait rarement. Comme si l'heure où la terre escamotait le jour pour la nuit était particulière, comme si elle les coupait de cette puissance camaraderie que Roland appelait le cathète. Trop cool. C'est bon stylé. Et tout le passage après de Jack qui nourrit Hot des miettes de son truc, tout. Il y a tout un truc qui est vraiment je sais pas, on voit que c'est un monde différent, ça marche super bien en quelques lignes, quoi. C'est trop bien. Et il leur promet de leur parler demain soir. Il doit leur en parler. Pour arriver à la tour, il doit faire une croix sur les fantômes ou les revenants de son passé. Et il dit même, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dit que eux, ils sont même pas obligés d'écouter, mais en fait, il doit en parler. Parce qu'il dit qu'il peut pas raconter tout son passé, parce que celui-ci change, il se réarrange, selon de nombreuses et vitales façons. Et tu fais, oui! Mais dis donc, bien sûr! Non, mais la réécriture de King fait que son passé change. Bien sûr, mais évidemment, et au fur et à mesure des... Ah oui, moi je pensais au cycle, tu vois. Ah non, mais moi toi, je pensais à la réécriture. Putain, ouais, d'accord, ok, oui. Qui fait que son passé a changé, en fait. Plus sur le cycle aussi, en mode, justement, à chaque fois qu'il arrive à la tour, il recommence et il y a un détail qui a changé. Son passé est pas le même, quoi. Après, il a réécrit que le pistolero, mais ça reste le passé par rapport à maintenant. Et oui, en effet. Et c'est le passé dont il se souvient fort. Ah, c'est trop bien. Mais bien sûr, c'est la méta de King qui fait que je sais pas, c'est auto-référencé, quoi. C'est vraiment le détail du lecteur qui dit, ah, t'as vu? J'ai réécrit. Son passé, il a changé. Il l'a vu. C'est trop bien. Et sur cette promesse, ils se couchent. Et donc là, rappelons que c'est leur première nuit depuis le début du tome 3. Le matin, c'était Lude. Le midi, c'était Blaine. Et l'après-midi, c'était Topeka. Ah ouais, 9h. 7h dans Blaine. Putain, c'est une grande après-midi quand même. Hein. Putain, la journée, elle a duré très 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 longtemps. En fait, c'est marrant, mais le nombre de fuseaux horaires qu'il a traversé, tu vois, bah ouais. Il les a décalés. J'aime bien la fin de ce passage où il dit à Eddie qui dit: ouais, fit Eddie, se nouant les mains derrière la tête, c'est pas tous les jours que je me tape un voyage dans le train le plus rapide du monde, que je détruis l'ordinateur le plus intelligent du monde et que je découvre que la grippe a tordu le cou à tout le monde. Et tout ça avant le dîner. des conneries de ce genre, ça vous crève un homme. Et je dis, bah oui. Je remarque juste qu'il a oublié de dire et de sauver le cathète. Ah non, ça c'est pas la première fois qu'il le fait, c'est pour ça. Il peut pas le dire du coup. Eddie rêve de New York, dans un autre camp ou un autre où. Il voit une affiche d'un comique qui existe vraiment pour nous mais que lui ne connaît pas. Ça c'est rigolo. Et dans son rêve, Jack a mené le cathète à la rose dans le terrain vague.
Il y voit les mêmes panneaux du projet immobilier que Jack a vu en vrai, mais son rêve vire au cauchemar quand un bulldozer écarlate, avec l'inscription « Vive le roi cramoisi » et conduit par Gâcheur, dégomme la palissade et fonce sur la rose. Ouais. Avant que son rêve ne se termine dans un sursaut, le conducteur prend les traits de Bob le mécano, puis de Roland. La fausse preuve de la transition qui... Les rêves d'Eddie, quoi. Ouais. Je suis étonné que tu n'aies pas relevé le passage de certaines choses, peut-être tu l'as dit, je m'excuse si j'ai pas écouté, mais certaines choses ne reposent pas en paix, même quand elles sont mortes, leurs ossements crient dans la terre. Ah non, c'est marrant, je l'ai relevé, mais je l'ai posté sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé dingue. Oui, parce que je te l'ai envoyé en plus, je crois. Oui, c'est pour ça, je pensais que tu allais le refaire. Non, incroyable. Ouais. Voilà. Oui, c'est beau. Et je l'avais relevé, et genre, attends, parce que, et genre 3 lignes plus loin, t'as Susanna qui dit, ça coûte pas, enfin, les chattes, ça coûte pas cher, un truc comme ça, en parlant de la prostituée, tu fais la poésie. La chatte est moins bonne quand elle est payée. Ah, c'est ça. C'est ce qu'elle dit. Et c'est genre 3 paragraphes après ça, quoi. Roland est réveillé et interroge Eddie sur son mauvais rêve, qu'il interroge en retour parce qu'il a besoin d'être rassuré. Est-ce que Roland va les trahir ou trahir sa quête? Non, bien sûr que non, t'inquiète frère. Il gère, t'inquiète. Pour Roland, ce rêve où il les trahit, c'est juste de la merde, ça veut rien dire du tout. Et c'est marrant parce que du coup, moi, il me fait penser à un truc auquel j'avais pas pensé, en fait. Il dit qu'au pire, c'est un message de l'émetteur, mais on n'est pas sûr que l'émetteur il soit dans notre camp. Donc, il faut pas les prendre premier degré et les prendre comme des prémonitions à tout prix. On ne sait pas qui envoie ce message-là, quoi. Roland, lui, ce qui l'inquiète, c'est que la rose soit menacée dans le rêve d'Eddie. Elle n'existe que dans un seul et un seul camp, même s'il existe d'autres mondes que ceux-ci. Il faut à tout prix la protéger. Elle ne fait sûrement qu'un avec la tour, il ne faut pas la détruire. Et ce que je comprends là, et ce que dit un peu Bev Vincent dans ses livres, et tu l'as dit tout à l'heure, Zef, et moi je l'avais pas tout à fait capté, c'est que il y a que 2 mondes importants, le sien qui est à la tour et celui qui est à la rose. Donc le monde clé d'un côté et le monde ultime de l'autre. Et tous les autres, c'est des copies avec plus ou moins des passages machin, mais aucun n'est vraiment essentiel ou fondateur dans l'idée. Ouais. Je sais pas. On a quand même un champ de rose au pied de la tour qui ouvre sur de nouveaux univers. C'est la théorie de ces il y a que 2 mondes, on va dire clés ultimes. Ça, je trouve que ça marche pas trop. Avec le fait que régulièrement quand même on parle de ce champ de rose, on verra à la fin du tome 7 que une rose c'est pas un truc sur lequel tu marches dessus, ça se casse. Oui, mais est-ce que ça fragilise vraiment la tour? Parce que du coup, là, ce qu'il est en train de dire, c'est dans le monde ultime, il y a la tour, dans le monde clé, il y a la rose, et c'est les 2 mêmes choses. Donc cette rose-là est plus importante que les autres, entre guillemets, qui sont juste... Moi, j'ai compris le truc un peu comme ça. Ouais, je suis d'accord. Après, je dirais, c'est comme Roland qui dit ça, mais il a que son point de vue à lui, en fait. Ouais, bien sûr. Et dans un monde où l'infini existe, c'est dur de dire qu'il y a que ça, en fait. Ouais. Je vois l'importance qu'il veut donner à ce qu'il dit, et c'est louable et il a raison parce que, c'est le monde où il y a King, et donc si King arrête d'écrire, le monde la tour ne peut plus exister, et tout ce qui est autour n'existera plus. Mais pour moi, il y a un infinité de mondes, et la tour est représentée dans un infinité de mondes. Et je pense que ce qu'il a, philosophiquement ou métaphoriquement, ce qu'il veut dire à la fin avec ce champ de rose, c'est que finalement, il y a d'autant de personnes qui créent des mondes qui sont tout aussi importantes, parce qu'ils créent des histoires, tu vois. Et le fait d'imaginer, de créer des histoires, de continuer à nourrir l'imaginaire, c'est ce qui est le plus important au final. Et ça c'est consolide la tour. Quelque chose. Exactement. Okay. Ouais. Et ça consolide tous les univers, et ça consolide tout ce qui nous lie en fait. Et la tour nous lie tous. Et je pense qu'il y a un peu une côté métaphorique avec ça, quoi. Ok, oui en effet. Voilà. Le lendemain matin, Eddie voit mieux l'immeuble au loin. Une construction, un bâtiment, peut-être un palais, qui prend au moins les 4 voies de l'autoroute pour qu'il la voie à travers la tramée, alors qu'elle doit être à bien 50 ou 80 km. Je reviens juste sur un truc quand il parle des rêves, et quand il signifie tous ces messages, c'est ce que dit Roland, c'est de la merde, dit Roland pour couper de court, des tartines de merde de l'esprit, les rêves signifient tout et rien. Et quand ils signifient tout, c'est quasiment des messages d'autres niveaux de la tour. Et du coup, c'est un truc de les rêves permettent, et c'est marrant parce que je vais arriver à le formuler. Les rêves, il explique qu'ils viennent des autres niveaux de la tour à un certain moment, quoi. C'est des messages d'un autre niveau.
Et en fait, c'est marrant parce que quand ils dorment, ils rêvent et ils vont vadash pour aller dans d'autres mondes. Tu vois, les idées et les personnes peuvent passer à travers ça via le rêve, en fait. Et ça marche, en fait. Voilà. Oui, parce qu'en plus, parce que si on tire le trait, quand Susanna est enceinte et que et qu'elle, en fait, la nuit quand elle dort, c'est un autre elle qui se réveille et qui du coup se sert du rêve ou du sommeil pour reprendre possession du corps entre guillemets. Ouais. C'est la même chose. Et en fait, elle est à la, en fait, il y a quand elle rêve qu'elle est qu'elle est à Discordia. Oui. Et en fait, elle est vraiment à Discordia, puisque Mia vient de Discordia aussi. Enfin, elle est à Discordia. Et du coup, de mémoire, je dis ça, mais j'ai un doute maintenant que je le dis. Moi, je pense au moment où en fait, Roland la piste parce qu'elle va... En fait, elle pense qu'elle est à un banquet, elle est en train de manger des animaux sauvages. C'est Discordia. Oui. Ouais. Et du coup... Mia, j'ai un doute quand je le dis, corrigez-moi si vous le savez dans les commentaires, mais il me semble que Mia a dit qu'elle est à Discordia, c'est de là où elle vient, c'est là où on lui a promis le fait de faire un enfant et machin. Et du coup, il y a un effet de, elles se déplacent toutes les deux en fait, tu vois. Donc elle est vraiment là-bas en fait. Oui, mais quand Susanna dort, donc à travers les rêves. Oui, exactement. Parce que je rejoins ton point là-dessus. Ouais. Le grand poil, il est perdu. Il commence à être beaucoup trop tard pour des réflexions aussi poussées. Le métaphorique sur les auteurs et les roses, c'était ça. Non, celui-là était cool et franchement, j'y avais pas pensé et j'ai adoré. Ouais, c'est chouette. Donc le bâtiment en question, il a l'air en verre, tout droit sorti de Disney World, et Roland refuse d'y jeter plus qu'un coup d'œil. Pour lui, ça n'annonce que des ennuis, ils y seront bien assez tôt. Je vous tends une perche pour vous moquer, mais ça se trouvait effectivement à quelle distance ? 50 km, 80 ? La réponse était en fonction de la distance à laquelle la vue portait sur cette étendue plate. Et Eddie ne connaissait pas la réponse. Alors, je me suis posé la question. Je crois que tu l'as déjà dit avec la porte qui apparaît sur la plage. Eh ben, écoute, vrai, et je me suis trompé. Ah. En ligne droite, j'avais dit, je crois qu'on voit à 40 km max. L'œil ne peut pas distinguer au-delà. Faux, complètement faux. En ligne droite, sur un monde plat. Vous l'avez oublié. Si moi je me tiens on a dit qu'il était plat le monde chez Roland. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est marrant. Mais si moi je me tiens je sors de chez moi et que la ligne est droite et que j'ai l'horizon devant moi, je vois sur 5 km max. Parce que au-delà de 5 km, la courbure de la Terre commence à se voir. Et du coup, je peux pas voir ce qu'il y a derrière la courbure parce que c'est... Parmi nos auditeurs, il y a des platistes. Je suis désolé pour eux, mais la Terre est ronde. Du coup, je peux pas voir au-delà. Allez regarder le docu sur les platistes sur Netflix. Il est vraiment très très bien. Faut que je le regarde. Ça. Ah ouais, la fin, elle est incroyable. La fin, elle est incroyable. Faut que je le regarde. Du coup, tu me donnes envie. Et du coup, je me suis dit, mais du coup, ça veut pas dire qu'on s'arrête à voir à la 5 km. Je peux voir plus loin. Si je suis en hauteur à 300 mètres et que je regarde très loin. Enfin, moi, je me souviens dans le sud de la France, il y avait le rocher de Roquebrune, on montait, on voyait très loin. Enfin, on voyait Saint-Raphaël et c'est à plus de 5 km. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais du coup, où on voit? Et du coup, j'ai fait des recherches. J'ai cherché un truc pendant 20 minutes sur le net, j'ai lu plein d'articles scientifiques. Et en fait, incroyable, mais vrai, mais la distance à laquelle l'œil humain voit n'est pas limitée par sa capacité, elle est juste limitée par la lumière qu'il reçoit. En fait, si on considère les choses, quand je regarde dehors, je vois le soleil, il est à 150 millions de kilomètres de moi, et je le vois. Et là, c'est un truc en vert, donc c'est pour ça qu'il le voit. Oui. Que ça reflète. Ce que je veux dire, c'est que, si la lumière est assez forte pour parvenir jusqu'à ton œil, tu le vois, quelle que soit la distance, tu vois les étoiles, tu vois. Et en fait, ça m'a mind blow en fait, on n'a pas de limite de distance visuelle. Tant qu'on peut le capter par la lumière, c'est incroyable. Et du coup, je fais un point j'ai regardé une vidéo du coup sur les trous noirs et la lumière. Et la question était, si la lumière n'a pas de masse, parce que ça n'a pas de masse, pourquoi elle est courbée par la gravité? Je me suis dit, mais putain, c'est ouf, c'est vrai. Pourquoi le trou noir courbe la lumière alors qu'en fait elle a pas de masse et le trou noir il attire la gravité, il attire la masse. Bon, je fais pas l'explication parce que ça va être long, mais c'était incroyable. Je me suis dit, putain, c'était trop bien. Et regardez sur internet, c'est la théorie de la relativité Einstein, tout ça, ça va pas plus loin que ça.
Mais voilà, c'est intéressant. Et du coup, voilà, si vous pouvez capter de la lumière, si la lumière est assez forte pour arriver à votre œil, vous le voyez quelle que soit la distance. Et du coup, effectivement, le palais de verre est plein de lumière, donc il est visible quelle que soit la distance où il est. Point. Oh. J'avais jamais pensé à ce truc-là de c'est trop loin, je vois pas. Non, en fait, c'est juste que oui. La lumière ne parvient pas. C'est pas assez éclairé. Ouais. L'exemple qu'il prenait dans le. Ou je suis myope. Oui, après c'est parce que tu vois, moi si je vois le phare de la Tour Eiffel depuis chez moi, c'est aussi parce que c'est haut et que donc du coup ça compense la courbure. Parce que si exactement. c'est un point lumineux qui est au sol, quoi qu'il arrive, la courbure, à cause de la courbure, tu verras. Oui, il faut différencier ce qui est visible parce que c'est pas derrière quelque chose et ce qui est visible parce que c'est en direct avec toi, mais la lumière le capte pas. Et en fait, l'exemple qu'il donnait, c'est si tu allumes une bougie dans une clairière. Plus tu t'en éloignes, moins tu la verras. Et à un moment, la luminosité, la puissance de la lumière de la bougie ne sera pas assez forte pour être captée par ton œil. C'est plutôt ça, en fait. Voilà. Donc Susanna comprend que si Roland est aussi gneugneux, c'est à la perspective du récit qu'il leur a promis pour le soir même. Le soir, tout se passe dans un silence un peu pesant. Susanna, à son tour, remarque que les étoiles sont celles de son monde d'origine. Le monde de Roland lui manque, celui où elle ne subit pas de racisme et où elle a trouvé l'amour. C'est beau. Ouais. Eddie brise la glace, priant Roland de parler ou de se taire, mais d'arrêter de faire cette tête. Il enfonce le clou sans le savoir quand il dit « Longue vie à tes récoltes » après que Roland ait bu. Roland commence en leur rappelant l'histoire avec Martine, amant de sa mère, qui a provoqué son épreuve de virilité à 14 ans, et de Maudecourt avant qu'il sombre dans le coma, se tenir à l'écart de Martine et attendre que le récit de cet affrontement devienne une légende. Mais s'il n'a pas eu la chance de suivre ses conseils, les choses vont changer avant. Roland rappelle l'enterrement de son faucon et de son dépucelage, et comment il a été réveillé le lendemain matin, alors qu'il avait dormi au bordel. En fait, le lendemain matin, c'est son père, tout à fait, qui déboule, qui défonce la porte d'un coup de pied et chope Roland avant que celui-ci ait pu attraper une arme. Il n'a pas encore les réflexes du pistolero qu'il est aujourd'hui. Ah, tant bien. Ouais. Son père porte évidemment les armes que Roland a maintenant, et à leur vue, la femme d'étale de la chambre, donc la femme avec qui Roland a passé la nuit. Je viens d'avoir une illumination. Ah ouais. De quoi ? Non, je viens d'avoir une illumination, en fait. Donc on est en train de préparer Bazar pour le roi Steven. Ouais. Et je me suis interrogé sur Alan Pangborn qui, en cours de récit, est présenté... Alors, il fait des jeux avec les mains de magicien. Il est présenté presque comme surnaturel. Il est très agile, il déplace. Et là, paf! Putain, Pangborn, c'est un pistolero. Bien sûr, Pangborn, c'est un pistolero de ouf. C'est un pistolero ouf, c'est un chevalier du blanc de ouf. Mais oui, mais tu vois, il a fallu qu'on en parle. Non, mais t'es pas prêt pour la soirée où on parle de ça, hein, t'es pas prêt. En plus, Pangborn, il est présent dans plusieurs récits de King. Ouais. Donc son père, il porte évidemment les armes que Roland a maintenant, et à leur vue, la femme, elle détale de la chambre, alors que le paternel récupère sous le lit le ceinturon des armes que Roland, lui, a récupéré la veille. Nu sur le sol, Roland s'étonne de voir son père ici, le croyant à l'ouest sur les traces de Farson, mais il est interrompu par une gifle. Son père le traite d'imbécile. Nous, on comprend quand même assez facilement et assez vite que c'est surtout qu'il est abattu et peut-être même effrayé pour son fils. C'est clairement un père en détresse. Ouais. Ça provoque la colère de Roland qui, du coup, balance pour sa mère et pour le magicien. Roland attrape son arme alors qu'il jure de venger leur honneur en tuant le magicien. Il se fait désarmer d'un coup de revolver par son père et lui-même n'a rien vu venir. En fait, c'est marrant parce que du coup, quand il décrit l'homme qui rentre et il dit des étuis au cœur fatigué posés au bas de ses hanches, des crosses de revolver que le garçon porterait un jour sur des terres dont cet homme a l'air menaçant et l'œil bleu furieux ne rêverait jamais. En fait, on sait que il y a un sous-entendu on sait que son père n'a jamais voyagé plus loin que là où il est à Gilead et encore moins entre les mondes, comme le fera Roland. Mais lui, il a pas un bleu bombardier, il a un bleu furieux. Ah. Voilà. Je trouve ça mignon. Ouais, marrant. C'est parce qu'il est très fast. Hein? Je dis c'est parce qu'il est très rapide et il est très fast, son papa. Furieux? Ah oui, furieux dans ce sens-là? Fast and Furious. Non mais non, c'est... Oh tu vas m'obliger à expliquer la blague. Ah putain, pardon, je suis pas fan de ça, désolé. J'en ai pas vu beaucoup. Excuse-moi. Et à un moment, son père dit « Si c'est vrai, ça le meurveux, chenapan, idiot, bata culpe. » Bata culpe. J'étais en train de me dire, putain, chenapan, c'est presque le nom de Chenipan, le Pokémon, et bata culpe, c'est vraiment un nom de Pokémon. C'est en 3 mots, bata culpe, où je vais t'arracher la peau. Culpe, point vocabulaire, si vous le saviez pas, culpe, c'est un péché.
battre sa couple, c'est faire son mea culpa. Ok. Voilà. Ok. Je me suis posé la question en disant culpe, il y a une erreur de traduction encore, je suis sûr. Encore. Non. Et voilà. Donc Steven se calme parce que, comme on s'en doutait, il est juste abattu que son fils se soit ainsi laissé manipuler. Je cite, par plus rusé que tu ne seras jamais. Les deux hommes s'étreignent, Roland pleure et son père lui chuchote 6 mots à l'oreille. Et là j'aime bien parce que du coup on fait un changement de point, on passe du point 15 au point 16 et du coup on fait un changement de point de vue. On n'est plus avec Roland et son père, on est avec Roland qui parle aux cathètes du coup et qui lui a dit je sais tout depuis 2 ans. La réaction d'Eddie c'est la même que moi. Hein. Nom de Dieu. Ouais, je pense que ce que j'aime bien dans ce tome-là, qu'on verra par la suite, c'est comment on arrive toujours assez subtilement à revenir autour du feu de camp pour se souvenir que c'est quelque chose qu'il raconte. Donc c'est biaisé parce que c'est son point de vue à lui et d'avoir au fur et à mesure aussi les réactions du cathète. J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Tu vois, je m'en souvenais pas qu'on revenait régulièrement au coin du feu. On revient de temps en temps. Ouais, je m'en souvenais pas du tout en fait. Donc Roland raconte au cathète la suite de la conversation. Il ne peut pas retourner au palais au risque d'être tué avant même le lendemain. Il doit partir le temps d'être assez fort pour battre Marthen. Son père l'envoie donc à l'Est avec des amis, avec une fausse excuse, mais avec de vrais revolvers. Le cathète a des questions, alors Roland parle et raconte toute la nuit durant. Et nous, toute la nuit, elle va durer 2 pages. Elle va durer aussi longtemps que quand il a tenu sa palabre avec l'homme en noir. Page 159 à page... c'est une belle ref, hein. De quoi ? Bah il va tenir palabre toute la nuit durant, sachant c'est ce qu'il a fait avec le l'homme en noir à la fin du tome 1. C'était vraiment une ref. Je pensais que c'était pour une moi blague, c'est une ref ah oui clairement. C'est encore ils vont tenir palabre quoi. C'est stylé. Et en plus il l'a dit régulièrement, hein, c'est une nuit qui peut durer très longtemps vu le bordel que c'est chez eux. Il peut avoir toute la nuit pour raconter toute sa vie s'il y a besoin. Oui, elle peut durer 20 heures en fait parce que il y a plus de notion de temps et ah ouais j'aime bien. Oui ok. Et puis comme on en avait un peu parlé aussi, le fait que quelque part le temps s'adapte à eux, tu vois, elle s'adapte aux circonstances vu qu'on est dans un roman, dans une narration. Bien sûr, le temps c'est sûr, elle va durer 20 heures. Ouais. Mais oui, mais comme là, tu vois, la journée elle a duré 1 tome et demi. C'est un délire. Bah oui, tu vois. ça. Ah exactement. Grosse journée, je reviens pas quoi. C'est 787. Jusqu'à la page 787. Ah, jusqu'à la page. Et on commence page 160. Ouais. Allez, 600 pages, 620 pages. Allez. C'est parti. Ça me fait chier parce que j'ai acheté mon tome sur Vinted pour pouvoir bosser et les pages, vous voyez pas, mais les pages s'arrachent. Elle se déchire. Ah oui, parce que c'est des couvertures collées. Ouais, je suis deg. Putain, j'ai envie de m'en racheter un, mais j'ai pas envie d'en racheter un. Ça me fait chier parce que j'ai commencé à bosser dessus. Hein? J'en ai plein des comme ça. Ça vieillit pas bien les poches. Non. C'est le seul qui me fait ça. Tourner, Ah ouais. J'avais pas vu ça depuis longtemps. Hein. Et là, ça fait chier quoi. J'ai commencé à bosser dessus, donc je vais le garder, mais ça me fait chier. Je suis triste. Pour la prochaine fois, on lit quand même un gros morceau. On attaque la 2e partie, qui s'appelle Suzanne, et on va lire du chapitre 1 au chapitre 4 inclus. Donc ça nous fait de page 159 à page 242. Ça va, ça va. Un peu plus. Ouais. Enfin, un peu moins de 100 pages. Ouais. C'est cool. D'habitude, je fais 60, mais je pense que je ferai dans les temps pour ça fera un gros épisode. Hein. Peut-être. Peut-être, ouais. Ouais, ça dépend. Je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe au démarrage, mais tu sais, ça peut être aussi un démarrage où ça va être très narratif. On va pas apprendre forcément énormément de choses. On n'aura pas parce que tu vois, là, on a 1h30 sur quand même 60 pages, et je pense qu'on peut faire, en effet, et en fonction des paragraphes, on peut très bien passer 2 heures sur 30 pages, quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il y a plein de trucs. Là, il y a plein de moments qui sont résumés. Il n'y a pas grand chose à apporter, quoi. Oui, il y a des choses, je suis allée un peu vite, clairement, mais parce mais moi, j'avais pas grand chose à dire. En fait, quand je lisais, je me disais, je sais pas trop quoi dire. Je pense que je dirais, c'est un peu futile. Mais il y a effectivement plein de. Je pense l'approche qu'on a, elle est pas tant narrative que explicative. Donc, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait passer du temps à se dire, c'est trop bien ça, ou j'aime bien la relation qu'il y a, machin et tout. Mais on le fait pas assez. On n'a pas cette approche-là, je trouve. Du coup, c'est logique qu'on ne le relève pas nécessairement. Ah ouais, tu trouves qu'on n'est pas assez sur le ressenti et qu'on est trop sur le récit? Bon, on le fait aussi, le ressenti, mais je trouve qu'on est plus sur le... Alors, on cherche le détail, quoi. On cherche le détail la partie ressenti, c'est plutôt, on va dire, le roi Steven.
où là on réagit un peu à ce qui se passe. Là on est... Enfin, le but c'est de faire de la théorie, donc c'est vraiment de pointer du détail. De temps en temps, on l'a dit, hein, quand on apprécie un passage, quand on apprécie une relation ou quelque chose. Je trouve qu'on passe vachement de temps à relire des passages quand même, tu vois. Oui, mais tu vois, par rapport au... Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Kingslayer, mais eux, ils font vraiment ce... Kingslingers. Kingslayer, c'est une chanson de baby metal avec... Non, c'est dans Game of Thrones, Kingslayer. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est eux, ils passaient beaucoup de temps à dire, à exprimer leur ressenti émotionnel sur une situation et comment ils aimaient la façon. Tu vois, il y avait tout un. Ils sont moins dans le résumé. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, ils parlent de grands temps forts et ils tissent une toile autour de ces grands temps forts là. Et c'est vrai que ça ils demandent. En fait, ils se posent la question de qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as un effet de profondeur qui est différent en fait. Ouais. Ce qui est différent et aussi bien. Hein okay. Non, parce que je savais pas si c'était une critique ou pas. Ah non, pas du tout. Je suis le premier à dire, j'ai tellement kiffé ce passage. Parce que donc je me permets de le faire, et comme vous me permettez de le faire aussi, donc il n'y a pas de. Mais juste on l'a moins, du coup, cette impression-là. Oui, parce que moi, pour les écouter, je suis pas capable de faire ce qu'ils font. C'est-à-dire de noter des trucs à la volée, de dire, ah oui, alors ça, machin et tout, parce que j'oublie entre-temps. Il y a des trucs que tu as lus là et j'ai oublié ces phrases-là, tu vois. Donc, eux, ils le font toutes les semaines, donc c'est plus facile aussi. Ça marche bien aussi. Ouais. Putain, ça va être chaud de faire ça toutes les semaines, quand même. Ils sont payés pour ça. Bon, c'est ton pays, c'est leur métier. Ah oui, remarque, oui, dans ce cas-là, effectivement. C'est plus ça m'a blasé, ça. Genre, je pensais que c'était c'était passionné quand même. Oui, mais ouais. Mais après, il y a un passionné, l'autre qui découvre, mais ouais. En vrai, je suis pas sûr de comment je vais réagir au premier touche pipi avec Suzanne. Elle dit c'est incroyable, regardez ça. On verra. J'ai passé 2 heures à expliquer pourquoi c'est trop bien. On verra. Du coup, rendez-vous le 19 novembre pour les chapitres donc 1 à 4 de la partie 2 qui s'appelle en effet Suzanne. Messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Je pense que ce sera un peu moins bien finalement parce qu'il n'y a pas Eddie. Ouais, mais il y aura Cuthbert qui va te faire quand même. Il y aura Cuthbert. Je pense que Cuthbert est un bon perso aussi, j'aime bien. C'est notre version d'Eddie. Et si vous voulez débattre avec Zéphiriel de pourquoi Eddie est le meilleur personnage, n'hésitez pas à venir rejoindre le serveur Discord ou les autres réseaux sociaux qui est en description de cet épisode, mais après c'est surtout sur Discord qu'on en discute en réalité, parce que les réseaux sociaux c'est Stephen King France, donc c'est juste moi derrière. Merci messieurs pour ce voyage avec vous. Merci à toi. De rien. Merci d'avoir bossé. Et je vous souhaite que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour vous. Est-ce que j'ai tous les commentaires ? Il y en a qui ont collé des tartines en commentaire. Ouais, aujourd'hui en plus, genre tout est tombé aujourd'hui. Alors celui j'arrive à l'ouvrir. C'était sur le Discord de Podcut en plus. Donc c'est marrant parce que tu verras, il y en a un, je pense qu'il fait une référence à toi en disant au fait, vous saviez qu'Eddie était le meilleur personnage. Et Emmerich, il a répondu premier degré, parce que je pense qu'il a pas la ref. C'est rigolo. Pas sûr que ça rend une référence à moi. Hein. C'est une notoriété connue. Si, en tant qu'auditeur de la 19e Palabre. C'est une notoriété connue que ce soit le meilleur personnage. Vous le saviez pas ? C'est sûr que vous avez lu la tour sombre ? Je vous ai dit. Est-ce que je vous ai dit ? Ok, pour moi, c'est bon. C'est marrant, du coup, vous le résumez, vous allez rire. Parce que tu vas dire qu'Eddie, c'est plus le meilleur personnage. Exactement. Oh non. Qui ça peut être d'autre ? Oh non, le retournement de situation. Ta, ta, ta. 1, 2, 3 et on clappe. Pas dedans. 1, 2, 3. Pourquoi mon enregistrement s'est arrêté ? Ah non, c'est bon. Projet. C'est bon. Par contre, oui, ça a clapé ou ça a pas clapé ? Non, attends, faut que je vérifie.
Si c'est bon, ok, bon, tant pis, je veux bien qu'on reclappe, si ça vous dérange pas. Non, bien sûr. C'est horrible, trop d'efforts. On est exploité dans ce podcast. 1, 2, 3. Pas Lude du tout. Tulle. Mais Tulle, merci. Vas-y, je t'écoute parce que je vais faire pipi, mais vu que j'ai mon casque, je continue de t'écouter. Ok. J'espère que c'est pas un casque micro, Émilie. Tu veux vérifier? Je peux aller chercher mon... Attends, je vais voir. Ouais. Ah bah non. Ok. Bon, Ok, il s'est levé en premier. Ça va, pour une fois, il avait l'air d'être en caleçon. C'est-à-dire que géographiquement, est-ce que c'est le même endroit? Tu vois, il y a un truc de... C'est stylé. Je t'entends me gratter la barbe avec ta carte. Ah, pardon. Non, t'inquiète. Non, je les efface après sur les pistes, mais je vous entends vous gratter vos barbes. Les deux, j'entends pas sur Discord parce que le gain est pas assez fort, mais là, il a continué, il a pris.